les choses. Hein. Oui, bébé. Oui. Oh! Mais ça va pas bien la tête. Et tu m'appelais bébé, tu as rêvé de quoi? De rien. Je rêvais, tu sais, on maîtrise pas ses rêves. C'est ce qu'on appelle les états de conscience modifiés. Je suis conscient d'être là et en même temps, je suis pas là. Ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, on connaît tous ces états-là. Hein. C'est quand tu bois trop d'alcool, quand tu rêves, quand tu fais l'hypnose ou méditation, c'est ça? C'est qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui s'y intéressent. Hein. Et quand c'est bien contrôlé, bien maîtrisé, là, ça va ouvrir des perspectives thérapeutiques immenses. Ah ouais, comme quoi, par exemple? Lutte contre le stress, contre l'anxiété, la dépression, les phobies, les addictions. Non, mais là, tu me parles d'une vraie révolution à venir. Ah ouais, mais tu sais que les plus grands centres de neurologie au monde s'y intéressent. D'ailleurs, en parlant de neurologue, on en connaît un, Steven Loray, tu te souviens? Bah, je te propose d'ailleurs qu'on l'appelle pour voir s'il veut pas participer à notre aventure. Ah non, c'est pas la peine. C'est comme si c'était déjà fait. Je suis là. C'est dingue, mais comment tu fais sur commande comme ça? C'est quand tu veux. Steven, est-ce que ça te dirait qu'on t'appelle de temps en temps pour nous donner quelques éclaircissements sur le sujet? Plaisir, à la prochaine. Ok, merci. Merci. Alors, on y va? Ok. J'ai tout d'un coup cette impression de pouvoir respirer pour la première fois de ma vie. Et c'est le début du plus beau jour de ma vie, quoi. Leur vie a basculé grâce aux états modifiés de conscience. Ça a commencé avec la capacité de sortir hors de mon corps. Je me suis dit, je suis fou, tout de suite. Pour moi, je pense qu'il y a un coup de pouce de l'invisible. Ouais, il y a un coup de pouce de mes copains de l'autre côté, quoi. Ça, c'est sûr. Hypnose, expérience de mort imminente, sortie de corps. Qu'en dit la science? Je suis profondément cartésien et scientifique, mais il y a des choses que j'ai vues et que je ne comprends pas. Nous vous parlerons aussi d'EMDR pour venir à bout des traumatismes. Je suis moins prise à la gorge. C'est pas une technique pour les petites natures, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à revivre les choses. Et des champignons psychédéliques pour lutter contre la dépression. C'est une nouvelle vie qui commence. Oui, une renaissance. Comment ces états modifiés de conscience peuvent-ils contribuer à nous guérir? C'est très certainement des médicaments du futur. L'apnée, c'est une gymnastique mentale, c'est une invitation à juste travailler son intention. Si on ne le fait pas, c'est un rendez-vous avec l'histoire de la science qui sera manqué. Ce soir, des expériences qui vont bouleverser toutes les idées reçues. Elle dit qu'il n'y a pas eu de revoir. Je comprends pas. Comment ça marche tout ça? Mon philosophe préféré, c'est James Bond. Jamais dire jamais. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain voyagent aux frontières de la conscience. C'est maintenant. On va imaginer maintenant qu'il y a comme une sorte de somnolence dans la main. Vous êtes-vous déjà fait hypnotiser? Si la main elle s'approche du visage, eh bien, la somnolence elle va commencer à se diffuser aussi dans le visage. Elle va commencer à se diffuser au niveau de la tête, des yeux, comme si le corps apprenait à rapprocher une sensation de somnolence. Et quand la main va toucher le visage, vous allez avoir la sensation que cette sensation elle grandit à l'intérieur. Et que vous partez dans un état qui est très très agréable. C'est un des états modifiés de conscience les plus connus, dont l'efficacité est attestée jusque dans les blocs opératoires, pour minimiser la douleur et les effets secondaires. Mais l'hypnose a bien d'autres vertus. C'est ce que nous allons voir avec Kevin Finel, hypnothérapeute. Puis à un moment donné, les yeux vont se fermer. Et vous allez avoir la sensation de partir un peu plus loin à l'intérieur de vous-même. Et tout doucement, le corps va commencer à se relâcher encore un peu plus, comme si tout était extrêmement calme et extrêmement doux. Kevin discute avec Adriana et Michel depuis 5 minutes. L'air de rien, il a plongé Michel dans un état d'hypnose. Le voilà plié en deux dans une position pas franchement naturelle. Mais dans un état comme celui-là, on peut vraiment approcher une expérience qu'on aime, une expérience qui fait du bien. Au bout de 10 minutes, Kevin fait revenir Michel à un état de conscience habituel. Enfin, et tout doucement, il essaie. Vous allez remonter. Comme si vous pouviez revenir vers le monde. Il aura fallu s'y prendre à 3 reprises pour que Michel revienne. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux en pleine forme. Je rêve.
Alors, tu as fait quoi là, à ton avis? C'est très bizarre parce que j'étais sûrement dans un état de conscience modifié, mais j'étais parfaitement conscient pendant toute l'expérience. Je sais exactement les positions dans lesquelles j'étais. J'entendais parfaitement la voix de Kevin. Je n'ai aucune notion temporelle. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Une sensation de bien-être, de lâcher prise, mais tout en étant très très conscient de ce qui se passait. Michel reprend ses esprits tant bien que mal. Que s'est-il donc passé dans son cerveau pendant ces quelques minutes? Et qu'est-ce que cette fameuse conscience qui se modifie en fonction des pratiques? Kevin, pour nous, la conscience, c'est savoir ce qui se passe autour de nous et puis savoir qu'on existe. Alors, et pour vous, la définition, c'est quoi en fait? Alors en fait, aujourd'hui, la vision qu'on peut avoir de ça, c'est qu'il y a énormément d'informations qui restent à un niveau inconscient. Par exemple, là, on a plein de bruit, on a plein de sons, il y a plein de choses autour de nous, mais ça ne remonte pas jusqu'à la conscience. Ça reste à un niveau local dans le cerveau. Les théories modernes disent que c'est quand ça commence à devenir partagé dans le cerveau. Par exemple, j'entends un son, mais j'ai envie d'y réfléchir, peut-être d'en parler. Là, tout d'un coup, ça vient partir dans plusieurs directions du cerveau, et c'est là que ça semble remonter à la conscience. On va justement demander à Steven ce qu'il en pense. Steven? En plus d'être facétieux, Steven Lorraise est un des plus grands neurologues au monde. Il se passionne depuis plus de 20 ans pour la conscience, du coma à la transe, en passant par l'hypnose. C'est quoi, toi, ta définition de la conscience? Ah, la conscience. Je pense qu'il ne faut pas être trop arrogant. C'est vraiment un des grands mystères. Mais quand même, on sait qu'il y a des parties dans le cerveau qui sont plus importantes que d'autres pour être conscient de notre environnement. C'est ce réseau ici, en rouge, le réseau de la conscience du monde extérieur, sensoriel, tout ce qui passe par nos sens. Et puis, il y a deuxième réseau très important, réseau de la conscience du monde intérieur. Cette petite voix qui me parle, qui vous parle sûrement en ce moment même, qui me permet d'anticiper. À quoi ça sert de découvrir la conscience? Ma mission comme médecin, c'est de ne pas juste prescrire des médicaments ou des interventions, mais de faire appel à ce pouvoir de l'esprit qui est vraiment sous-exploité et qui peut, je pense, nous aider beaucoup et qui est complémentaire évidemment à tout ce que la médecine classique nous a à offrir. Merci Steven, on va te retrouver. L'hypnose telle que vous la pratiquez, elle est utile pourquoi? En fait, l'idée de l'hypnose, elle est assez simple. C'est comme une voie d'accès à de nombreuses choses qui d'habitude nous semblent impossibles à modifier ou à moduler. Mais c'est avant tout une question de pédagogie, quelque part. Par exemple, personne ne vous a appris à gérer vos émotions. On est juste conscient de les avoir, mais on ne fait que les subir quelque part. Donc le stress, la colère, les peurs, etc. Et il se trouve que quand on modifie l'état de conscience de quelqu'un, il peut avoir accès à la fois dans la manière dont ça se constitue à l'intérieur de lui, d'où vient cette peur, pourquoi elle est là, à quoi elle correspond, mais surtout il va pouvoir interagir avec, soit pour décharger une émotion qui stagne à l'intérieur, soit par exemple pour transformer une réaction émotionnelle. Et ce qui est vrai pour les émotions, c'est vrai aussi pour les comportements. La plupart des addictions, des phobies, peuvent ainsi être traitées grâce à l'hypnose. Dans cet état, notre cerveau est capable de mettre en veille une de ses parties, l'amygdale, le siège de la peur, mais aussi le cortex singulaire antérieur, cette région par laquelle nos émotions influent sur notre comportement. Nous sommes 80% à être réceptifs à l'hypnose, et pour les 20% restants, il suffit parfois d'une séance supplémentaire pour tout débloquer. Et comment on choisit notre hypnothérapeute, hypnologue? Comme il y en a tellement, comment on sait à qui s'adresser? Bien sûr, oui. Puis aujourd'hui, c'est une profession qui est pas réglementée. Ce qui est intéressant, c'est de vérifier que les gens ont suivi une vraie école de formation avec un cursus qui soit complet. Il y a aussi des sites comme le syndicat des métiers de l'hypnose, par exemple, qui regroupent les professionnels compétents. Et puis des écoles qui sont réputées pour former des personnes qui ont une vraie qualité de pratique et des formations complètes, y compris en psychopathologie, pour ne pas rentrer dans un terrain qui ne serait pas le leur, par exemple. Maintenant que la notion de conscience est un peu plus claire, passons à la vitesse supérieure. Nous allons nous intéresser à l'état de conscience modifié le plus fascinant, le plus mystérieux et le plus troublant, les expériences de mort imminente. Femmes, hommes, à l'aube ou au crépuscule de leur vie, athées, croyants, mystiques, tout profil confondu, près de 5% de la population mondiale a vécu ou vivra un jour une expérience de mort imminente.
Un aller-retour vers l'au-delà dont on revient profondément bouleversé avec des émotions et des visions souvent similaires que nous allons passer en revue grâce à 2 cas. L'impression de sortir de son corps, le fameux tunnel qui apparaît avec la sensation d'être irrémédiablement attiré au fond par une lumière blanche. La rencontre avec des proches disparus. Un basculement dans une dimension emplie de lumière et d'amour pour atteindre enfin la connexion avec l'univers. D'abord, Vanina, 49 ans. C'est en Corse qu'habite cette restauratrice d'art réputée. À 14 ans, elle vit une expérience de mort imminente alors que sa famille n'est franchement pas portée sur l'ésotérisme. Je sors d'une famille athée, je sors d'une famille même anti-spirituelle. Et je fais cette expérience de mort imminente qui bouleverse tout. C'est-à-dire que je passe du coup d'une conscience d'une enfant de 14 ans qui vit au premier degré, un peu comme un petit animal quelque part, à une ultra-conscience d'un vieux sage. On me parle d'expérience de mort imminente, moi je ne vois pas la mort là-dedans, je vois une renaissance. Nous sommes alors dans les années 80. Lors d'une soirée avec sa grand-mère dans la maison de campagne familiale, Vanina tente de changer l'ampoule d'un lampadaire. Elle s'électrocute. Mon cœur fait un énorme boum et ça résonne dans tout mon corps. C'est-à-dire que je l'entends dans mes oreilles, dans tout, comme si mon cœur explosait. Et au même moment, je me suis retrouvée hors de mon corps, tout de suite. Comme la plupart de ceux qui vivent une expérience de mort imminente, Vanina a ressenti des émotions tellement fortes qu'elle est capable de décrire avec précision tout ce qui s'est passé ce soir-là, 35 ans plus tard. Je flotte, en fait, dans le hall. Je ne pars pas, je ne m'en vais pas, je flotte d'abord dans le hall. Et la première chose que je fais, c'est que je me rends compte que je vois à 360 degrés. C'est-à-dire que c'est assez étonnant et il suffit que je me concentre sur un point qui m'intéresse, je le vois net et tout le reste reste plus ou moins flou. Et je vois autour de ma grand-mère cette fameuse brume rose, enfin en tout cas je vois que du rose à ce moment-là, et je ressens l'amour de ma grand-mère pour moi en fait. Donc j'ai voulu la rassurer, j'ai voulu aller vers elle et lui dire « mais regarde, moi je vais bien, tout va bien, tu me vois », et il n'y avait rien à faire. Vanina se souvient alors avoir visualisé un être bienveillant qui va accaparer toute son attention. Je vois apparaître un être, alors pas de forme particulière, c'est pas un ange avec les ailes qui font flap flap et tout, il n'y a rien de tout ça. C'est quelqu'un qui a vaguement la forme humaine, mais qui est très très grand par rapport à moi, il fait presque 2 mètres de haut. Il est couleur rose fuchsia et il dégage un amour inconditionnel extraordinaire qui me traverse. Et il communique avec moi par la pensée. Donc l'être de lumière me montre vers le haut et en fait il y a une vidéo de ma courte vie qui apparaît de mes 14 ans et on remonte à ma naissance. Vanina revoit alors toute sa vie défiler en accéléré, un phénomène très fréquent dans les récits d'expériences de mort imminente. Au moment où elle se souvient d'avoir accepté de suivre cet être de lumière, survient un phénomène qui aura d'importantes conséquences dans sa vie future. Et c'est à ce moment-là que j'ai la sensation vraiment qu'il y a comme si on prenait le crâne et qu'on me l'ouvrait en deux et je ressens une douche. Je ne peux pas dire mieux parce que c'est vraiment quelque chose qui me descend dans le crâne et j'ai tout un bloc de savoir. Moi je dis souvent c'est comme un amnésique, vraiment, qui d'un coup récupère toute sa conscience, tous ses souvenirs. Et je me mets à me souvenir de à quoi ça sert une vie, pourquoi on s'incarne. Mes parents, c'est pas mes parents, mais ce sont des âmes qui s'incarnent et qui jouent le rôle de mes parents. Et des tas de concepts sur lesquels je n'arrive pas encore à mettre de mots. Heureusement pour elle, sa grand-mère et son frère, arrivés entre-temps, parviennent à l'arracher du lampadaire. Vanina revient dans le monde réel. Devenue solitaire, la jeune fille se réfugie dans la nature et auprès des animaux. Elle se sent souvent incomprise, comme la plupart de ceux qui osent briser le tabou en racontant leur expérience. Donc j'en ai parlé une fois et c'est parti en cacahuète. Mon père m'a hurlé dessus, m'a insulté en disant que j'étais complètement tarée, enfin bon voilà. Donc je me suis sentie totalement étrangère à mon propre univers familier, donc à ma propre famille, et je me suis sentie étrangère au reste du monde. Et j'ai dû me taire. Au fil du temps, Vanina se découvre une intuition et des dons inexpliqués qui ont contribué à sa renommée professionnelle. Il y a 4 ans, alors qu'elle travaille en tant que conservatrice à la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio, elle met la main sur plusieurs livres précieux dont personne ne soupçonnait l'existence. Notamment l'un des tout premiers traités d'égyptologie du XVIIe siècle, mais aussi un ouvrage rarissime d'Isaac Newton et d'authentiques lettres
signés de la main de Napoléon. Et ce qui est le plus incroyable, c'est comment Vanina les a découverts. La nouvelle direction avait décidé de jeter 13 mètres linéaires de prospectus, de choses contemporaines qui ne servaient plus à rien, de l'administratif. Et au moment où je passe devant les étagères, il y a quelque chose qui me retient, qui me dit « tu t'arrêtes et tu vérifies tout ». J'ai ouvert 2 pages et quand je le touche, je sais que c'est extraordinaire, c'est pas normal. Je me dis, ah bah non, c'est pas possible que ce soit des originaux, parce que j'ouvre et je vois les lettres de la famille impériale. Napoléon, la mère, le frère, la sœur, les sœurs, enfin, un truc de fou. D'accord, j'ai cette année d'histoire de l'art à l'arrière, la connaissance des bouquins et tout, il y a un travail d'expert. Mais il y a plus que ça. Comment on fait pour trouver les 3 choses les plus rares, dont la plus rare au monde, sur 44 000 ouvrages? Enfin, faut le faire quand même. Donc pour moi, je pense qu'il y a un coup de pouce de l'invisible. Ouais, il y a un coup de pouce de mes copains de l'autre côté, quoi. Ça, c'est sûr. À l'heure actuelle, les ponts sont toujours coupés avec une partie de sa famille. Mais cette expérience de mort imminente fait trop partie d'elle pour être passée sous silence. En Charente, Vincent, 71 ans, a lui aussi vécu l'impensable il y a 23 ans. S'il a su trouver l'harmonie aux côtés de son épouse Véronique, cet ancien directeur technique de théâtre a également vécu des phénomènes intrigants après son expérience de mort imminente. Il s'est mis à peindre du jour au lendemain. Le blanc arrive, le jaune arrive, donc c'est pour moi la lumière qui va prendre le dessus sur la colère, quoi. Ça représente totalement des énergies que j'ai rencontrées de l'autre côté. Et un jour, il s'est passé quelque chose en moi, il m'a dit « il faut que tu peignes, il faut que j'y aille. Tu sais peindre ?» Ah ben non, je ne savais pas peindre. Bah si, vas-y, tu vas voir. Et j'ai commencé à peindre et à faire ce genre de tableau. Comme dans la majorité des cas, c'est sur une table d'opération qu'est survenue l'expérience de Vincent. Il a alors 48 ans et subit une lourde intervention cardiaque qui tourne mal. Je pensais effectivement me réveiller en salle de réveil, comme ça se passe habituellement. Eh ben non, je me suis réveillé un petit peu particulièrement ailleurs, dans un décor qui était bien le bloc opératoire, mais dans une position un peu particulière, en dehors de moi, en dehors de mon corps, dans une vue dominante, un peu collée au plafond du bloc. J'entendais, il est mort, c'est pas la peine, on va le récupérer comme un légume. Je dis, mais c'est ça la mort? Je suis mort là, je suis mort. Et le fait de penser ça, je me suis senti aspirer vers quelque chose ailleurs. Et cet ailleurs a été le début du plus beau jour de ma vie, quoi. Le cœur de Vincent s'arrête de battre pendant 40 minutes. L'homme vit alors l'une des expériences de mort imminente les plus complètes, avec toutes les étapes clés répertoriées dans les questionnaires des spécialistes. J'ai connu ce fameux tunnel et je suis arrivé dans cette lumière qui venait vers moi. D'un seul coup, elle m'a englobé. J'ai l'impression de rentrer dans quelque chose d'extraordinaire et c'était effectivement comme si 100 000 mamans vous accueillaient pour vous dire « je t'aime ». Et là, c'est fabuleux, quoi. Sauf que l'émotion positive est de courte durée, car Vincent se dit ensuite confronté à des visions très angoissantes. Et là, ça a été quand même terrible, quoi. Et quand j'en parle, j'ai l'émotion qui monte parce que la vision est encore très très présente. Et là, vous ressentez la haine absolue, quoi. Donc, je demandais à sortir de là parce que j'en pouvais plus, quoi. Nous sommes rentrés dans des sphères beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus lumineuses. Donc j'étais dans la dimension céleste, j'oserais dire, où je pouvais voir tout l'univers. Je voyais la nature qui est extraordinaire. Il raconte que son voyage est alors interrompu par l'apparition d'un ami décédé venu lui délivrer un message. Une autre vision récurrente dans les récits de mort imminente. C'était un ami qui s'appelle Baudouin. Baudouin m'a parlé comme ça, m'a dit « il faut que tu reprennes ta vie maintenant ». Parce que tu as attendu. Et c'est la notion de l'amour paternel, en fait, qui m'a fait revenir. J'ai accepté. De retour dans le monde pleinement conscient, Vincent se montre très surpris que son arrêt cardiaque ne soit pas mentionné dans le compte-rendu de l'opération. Il tente alors de confondre le chirurgien. Mon chirurgien, au bout d'un mois, après l'opération, il me dit « tout s'est très bien passé, bon, ça a duré plus longtemps que prévu, mais bon, tout s'est très bien passé ». Alors là, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, mais attendez, vous avez oublié de me dire que j'étais mort quand même, qu'il y a eu une hémorragie interne très importante qui a créé la mort et tout ça. Et là, il s'arrête et il me dit, mais comment vous l'avez dit? On vous l'a dit? Non, 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 je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'étais mort, eh ben, j'étais au-dessus de vous, en train de vous observer.
Et là, il a fait un moment de silence, il n'a rien dit, mais j'ai compris que là, c'était pas la peine de discuter, quoi. Voilà. Longtemps incompris par son entourage, Vincent a beaucoup souffert. Il a divorcé. Ici, le mot amour est la plus belle des fermes. Il retranscrit désormais les émotions liées à son expérience via des peintures, mais aussi des compositions musicales, auxquelles contribue Véronique, son amour de jeunesse retrouvé. Souriant, s'exprime par des sons si mélodieux. Lorsque j'ai retrouvé Vincent, il y a 5 ans, je n'avais aucune connaissance de l'expérience de mort imminente. C'est un terme que je n'avais jamais entendu. Donc c'était pas évident du tout. Aujourd'hui, grâce à Vincent, mon ouverture spirituelle s'est mise en place aussi. Vincent publie aussi des livres et donne des conférences pour raconter son expérience. Son but, apaiser le public concernant la mort. Je sais ce qu'il y a après la mort, donc ça ne me fait pas peur de mourir. S'il fallait que je meure dans les 10 minutes qui arrivent pour X raisons, je l'accepterai sans problème. L'instant où on meurt, mais dire, on bascule dans quelque chose d'incroyable, quoi. Vous ne pouvez même pas imaginer. Dans 90% des cas, l'expérience de mort imminente est associée à des sentiments positifs. On estime que 74% de ceux qui sont passés par là opèrent un changement de vie, de valeurs ou de croyances, se tournant bien souvent davantage vers les autres. Mais que se passe-t-il dans le cerveau quand on est entre la vie et la mort? Qu'en dit la science? Ces connaissances mènent-elles à des applications thérapeutiques? Charlotte Martial est une des grandes spécialistes mondiales des expériences de mort imminente. Neuropsychologue et chercheuse au Coma Science Group de l'Université de Liège en Belgique, elle travaille depuis 10 ans sur ces étranges phénomènes. Elle va tenter d'éclairer Adriana et Michel sur ces personnes qui ont vu la mort de près et qui en sont revenues. Pour ceux qui vous poseraient la question simple, c'est quoi exactement une expérience de mort imminente? Ce sont des gens qui ont été proches de la mort, ils ont été dans une situation critique, parfois en état de mort clinique, mais ils ne sont pas décédés, ils n'ont pas été jusqu'à l'état de mort cérébrale, parce qu'ils sont là aujourd'hui pour nous raconter ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire mort clinique, ça veut dire que le cœur arrête de battre. En effet, donc là il y a la cessation de l'activité du cœur et de la respiration, tandis que dans la mort cérébrale, là c'est vraiment l'arrêt de l'activité cérébrale. Voilà comment cela se passe dans le cerveau. Le cerveau de gauche est celui d'une personne en état de conscience normale. Les couleurs chaudes reflètent une consommation importante en glucose, signe que les différentes régions cérébrales fonctionnent bien. À droite, un cerveau en état de mort cérébrale. Il ne fonctionne plus. Tout est noir. La personne est considérée comme décédée et c'est irréversible. Au milieu, un cerveau en grande souffrance, comme peut l'être celui de quelqu'un en état de mort clinique. Le cœur s'est arrêté, mais il y a toujours un minimum d'activité cérébrale et de consommation en glucose, mais moins qu'en état normal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc on n'a pas besoin de tout notre cerveau pour être conscient. On a besoin de certains îlots de régions, certaines régions qui se connectent, etc., pour pouvoir être conscient et vivre, par exemple, une expérience de mort imminente. Apparemment, quand on vit une mort clinique, on est encore conscient 3 minutes après. Et c'est là où ça se passe, cette expérience? Alors ça, c'est une grande question qui reste toujours à l'heure actuelle sans réponse. Néanmoins, en effet, certaines études montrent qu'il y a un pic électrique d'activité dans le cerveau juste avant l'arrêt cardiaque. Et donc, on fait l'hypothèse ici, mais ça reste une hypothèse, que ce serait pendant ce moment bien précis que les personnes vont vivre cette expérience extraordinaire. Juste avant l'arrêt cardiaque? C'est ça, oui. À ce moment-là, on constate aussi une réduction de l'oxygène au niveau des régions occipitales, derrière la tête. Les régions liées à la vision. C'est ce qui pourrait expliquer cette fameuse vision du tunnel et de la lumière blanche. Et si le mécanisme cérébral semble le même chez tout le monde, la perception qui en résulte peut différer selon les cultures. Par exemple, en Asie, au lieu du tunnel, on parle plutôt d'une rivière.
Récemment, on a fait l'hypothèse que les expériences de mort imminente seraient en fait un mécanisme de défense. Quand la personne se retrouve dans une situation critique proche de la mort, ce serait en fait une façon de se protéger, comme on a ce fameux comportement de thanatose chez les animaux. Exactement. C'est-à-dire qu'ils font semblant d'être morts pour se protéger contre un prédateur. C'est ça. Cette expérience de mort imminente, on le vit la plupart des cas quand le cœur s'arrête, ça veut dire la mort clinique. Il y a d'autres cas aussi? Oui. Ce qui est assez intriguant, c'est qu'on observe des personnes qui vont rapporter ce même type de souvenir, mais dans des contextes vraiment différents, où la personne n'était pas en danger. Donc, par exemple, lors d'une forte anxiété, après la prise d'une substance, une drogue psychédélique, après une syncope. Donc voilà, il y a vraiment différents types de contextes dans lesquels on peut vivre une expérience de mort imminente. Et l'orgasme? Oui, nous avons dans notre base de données 2000 témoignages. On a, je pense, 2 témoignages de personnes qui rapportent ça dans le contexte d'un orgasme. C'est vrai qu'en français, on appelle ça la petite mort, l'orgasme. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on perd conscience un tout petit peu. On est dans un état de conscience altéré. Modifié, complètement modifié. Ouais. Évidemment, les chercheurs ne sont pas présents au moment des expériences de mort imminente. Mais plus tard, tous ceux qui en ont vécu et qui acceptent de communiquer sont invités à remplir un questionnaire très précis sur leurs ressentis, leurs visions, leurs souvenirs. Par exemple, votre perception du temps était-elle modifiée? Est-ce que vous avez eu l'impression de soudainement tout comprendre sur vous-même, les autres et l'univers, pour faire référence à cette sensation de connexion avec l'univers que certains peuvent ressentir? Est-ce que vous avez eu une sensation de paix et de bien-être, donc qui est souvent rapportée également? Fort de ces enseignements collectés dans le monde entier, Charlotte Martial et ses équipes tentent ensuite de reproduire les mêmes effets chez des sujets qui n'ont pas vécu d'expérience de mort imminente. Le but ? Décrypter les processus neurologiques précis qui sont en œuvre pour accéder à ces états altérés de conscience. Tous ces tests sont évidemment très encadrés par du personnel médical. Mais concrètement, comment vous faites pour le rapprocher d'une expérience de mort imminente? Alors, il y a différentes méthodes qu'on utilise, notamment utiliser des drogues. Donc, on sait notamment que les substances telles que la kétamine ou la DMT vont permettre à l'être humain de vivre ces expériences subjectives. Alors, il ne s'agit pas d'expériences de mort imminente authentiques, mais ce qu'ils rapportent sont vraiment similaires à ce qui est vécu dans un contexte proche de la mort. Stephen Loraise, neurologue, travaille avec Charlotte Martial. L'occasion de lui demander son point de vue sur ces expériences qui semblent parfois un peu extrêmes. Vous-même, vous avez essayé de vivre cette expérience de mort imminente? Alors, comme chercheur de la conscience, oui, j'ai essayé de vivre d'expériences de mort imminente. Je suis allé en Varsovie, dans une grande centrifuge, où on m'a fait tourner jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de sang dans mon cerveau, tout était dans mes orteils, et j'ai vu cette vision en tunnel. J'étais aussi dans une chambre anéchoïque, où on n'entend plus rien, et qu'est-ce qui se passe après un petit temps? On commence à halluciner. J'entendais des enfants, je voyais une présence, c'était très intéressant, et donc je pense que comme chercheur, c'est important d'enrichir les mesures objectives avec le vécu subjectif, le vivre soi-même. Et toutes ces expériences sont très utiles, car grâce aux recherches de Charlotte Martial et de ses équipes, on sait qu'il existe une signature neurophysiologique des expériences de mort imminente dans le cerveau. Et cela ouvre des espoirs thérapeutiques très prometteurs. Comme vous décriviez le fait que les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente vont bien, ils ont vécu cette sensation de bien-être, est-ce que ça veut dire que si on arrivait à reproduire artificiellement ces expériences de mort imminente, on pourrait s'en servir comme thérapie pour les gens qui ne vont pas bien? C'est de l'utopie? Non, je pense pas que c'est de l'utopie. C'est pour ça qu'on fait ces études aussi. Donc l'idée, c'est en effet, comme on fait en fait avec par exemple la méditation ou maintenant la transe récemment, l'idée c'est de pouvoir en effet pouvoir les reproduire artificiellement grâce à différentes techniques chez ces personnes-là et que ce soit utilisé dans un but thérapeutique, oui. À terme, induire un état cérébral similaire à celui des expériences de mort imminente permettrait de soigner certains traumatismes et de désamorcer toutes sortes d'angoisses. Les bienfaits thérapeutiques concernent donc prioritairement la lutte contre la dépression et l'anxiété. Charlotte et ses équipes travaillent aussi à ce que ces expériences ne soient plus tabous et qu'on arrête de prendre ceux qui les ont vécues pour des fous.
Parmi les points communs aux expériences de mort imminente, il y a les fameuses sorties de corps. L'impression d'être ici et ailleurs en même temps. Mais certaines personnes parviendraient à vivre ces décorporations en restant bien vivants. Ce serait le cas de Nicolas Fraisse, 39 ans, infirmier. Et force est de constater que lorsque nous sommes allés tourner avec lui, il s'est passé quelque chose de très étrange. Le corps de Nicolas était présent, mais son esprit, non. Il ne clignait plus du tout des yeux, alors que la moyenne est de 15 à 20 clignements par minute. Même des stimulations visuelles et sonores ne parvenaient pas à le faire revenir. Sylvie Detiolas est docteur en biologie moléculaire. Claude-Charles Fourier est psychothérapeute. Depuis 16 ans, ils étudient les cas particuliers comme Nicolas Fraisse. Ah, voilà. T'es revenu. Tout est parti où? Loin. Très loin. Nicolas, apparemment, vous avez des capacités extraordinaires. Qu'est-ce que vous savez faire? Oula, qu'est-ce que je sais faire? Des capacités extraordinaires, oui, on va dire pour le commun des mortels. Ça a commencé avec la capacité de sortir hors de mon corps. C'est-à-dire que depuis que je suis gamin, il ne faut pas faire cette tête. Je pense pas que tout le monde peut le faire. Pour moi, je suis intimement persuadé que si. Depuis que je suis gamin, en fait, quand je suis dans un lieu où je m'ennuie, je m'emmerde, je ne suis pas obligé de rester, c'est-à-dire que je peux partir. Je me suis rendu compte que je vivais ça, j'avais aux alentours des 6 ou 7 ans. J'allais voir ce qui se passait chez mes parents, chez ma grand-mère, et en revenant le soir après l'école, par exemple, je me rendais compte qu'il y avait des choses que j'avais vues qui étaient vraies. Un mur que mon père avait construit, un gâteau que ma mère avait fait, un lapin que ma grand-mère avait... Voilà. Donc, c'est systématiquement toujours vrai? Tout le temps. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours vérifié. Je vérifie parce que j'ai toujours eu peur de devenir fou ou d'être fou. On se voit, le corps reste assis, ouais. Et vous partez? J'ai l'impression que quelque chose de fluide sort de mon corps. Enfin, se met à se balancer et sort. Et à ce moment-là, en fait, je ne me vois pas sortir et m'envoler en haut de mon corps, non. Moi, j'ai cette sensation de décalage par rapport à mon corps. J'ai plus de sensation corporelle. Après, il y a une espèce de flash lumineux où ma conscience, mon être, est ailleurs. Ça ne peut pas être une hallucination? La seule manière de faire la différence avec une hallucination, c'est de faire ces vérifications. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de vérifier. C'est-à-dire qu'en tant que scientifique, on s'est dit, mais s'il y a une seule chance que ce soit possible, ça vaut la peine d'essayer de le vérifier, donc de faire la part des choses. Est-ce qu'on est en face d'une hallucination ou d'un phénomène encore inconnu de la conscience? Donc on a monté un protocole pour tester ça dans des conditions de laboratoire. Et ça a montré que ce n'était pas une hallucination. Nicolas était capable de le faire. Évidemment, il est logique d'être dubitatif. C'est pourquoi nous avons voulu tester ses capacités extraordinaires quelques jours avant. Nous avons caché des objets dans 4 enveloppes sans que Nicolas n'en sache rien. Dans la première, une photo du Dalai Lama en gros plan. Dans une deuxième enveloppe, un bracelet. Dans la troisième, un petit éléphant en métal. Et dans la quatrième enveloppe, un dessin à l'encre représentant une carpe. Nous avons ensuite cacheté les enveloppes pour qu'aucune tricherie ne soit possible. Nicolas n'a jamais touché les enveloppes et il ne peut pas voir ce qui se cache à travers car elles sont placées à 3 mètres de distance. Je vais voir si je capte quelque chose, si j'arrive à voir quelque chose. Ok. Je vais commencer par l'enveloppe numéro 1. Alors. Nicolas parviendra-t-il à percevoir quels sont ces objets ? Pas évident car en temps normal, c'est lui seul qui décide de se projeter à distance. Il ne fait rien sur commande. Ça pourrait ressembler à une tête. Ouais, peut-être un visage, quelque chose. Ouais, maintenant je vois clairement que c'est un visage. Ouais. J'ai l'impression que c'est une photo, la photo d'un visage pris en assez gros plan, on dirait.
c'était un visage pris en gros plan. Ouais. Passons maintenant à la deuxième enveloppe qui contient le bracelet. Même s'il se touche le bras à l'endroit d'un bracelet, cela semble plus compliqué pour Nicolas. J'y arrive pas. J'y arrive pas, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Échec pour cette fois. Qu'en est-il maintenant du troisième objet? Ça semble lourd. En métal. Bon point pour l'objet en métal, car c'est cet éléphant miniature qu'il y a dans l'enveloppe. J'arrête pas de penser à un porte-clés Tour Eiffel. Mais le truc, c'est que c'est peut-être pas ça. Et le problème, c'est que je me focalise dessus et qu'après, j'ai rien d'autre qui me vient. Tu vois. Passons maintenant à la dernière enveloppe avec le dessin à l'encre qui représente une carpe. Ben, en fait, j'ai une impression de profondeur. Je pense à de l'eau. Ça va très vite, ouais. Il y a beaucoup de mouvements en fait. Et il y a une odeur aussi un peu. C'est pas une odeur d'océan ou de mer, c'est autre chose. Peut-être une odeur un peu oiseuse. S'il n'a pas réussi à désigner l'objet, il s'en est beaucoup rapproché. Magnifique, waouh. Qu'elle soit visuelle, auditive ou autre, Nicolas affirme recevoir de nombreuses informations et il doit faire le tri. C'est un peu comme si je vous disais, essayez de vous souvenir d'un lieu où vous avez passé vos vacances. Et ben vous allez avoir des images, vous allez avoir des sons peut-être, quelques bribes de sons comme ça, mais qui vont être très fugaces. Peut-être des odeurs, des choses que vous avez goûtées. En fait, moi c'est ça, c'est un peu comme si j'essayais de me souvenir de quelque chose que j'allais voir peut-être par la suite. Ces résultats ne constituent en aucun cas une preuve scientifique, mais les capacités de Nicolas interpellent. Il est impossible qu'il ait pu savoir à l'avance ce qu'il y avait dans ces enveloppes. En 2013 déjà, des tests similaires avaient été réalisés, mais sous contrôle d'huissier. Nicolas avait le choix parmi 4 images différentes, et il devait essayer de deviner celle qui était cachée dans l'enveloppe. Assez rapidement, j'ai commencé à entendre des sons, des voix, des textes qui me donnaient la réponse de ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Ça a été très flippant pour moi parce que jusqu'à maintenant, je vivais des sorties hors du corps, des visions à distance. Disons que j'étais acteur. C'est moi qui déclenchais et je pouvais arrêter quand je voulais. Lors d'une journée de test, c'est l'image du film Rocky avec l'acteur Sylvester Stallone en boxeur qui est cachée dans l'enveloppe. J'étais donc devant cette enveloppe fermée, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, et d'un coup j'entends tin, 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 tin. Je prends les quatre photos, et là dans les 4 photos, il y avait la photo de Rocky Balboa. Statistiquement, Nicolas avait une chance sur 4 de trouver la bonne image. Et il y a eu 100 tests effectués selon le même protocole. Après 5 journées de tests, les résultats sont tombés. Et l'huissier responsable ce jour-là n'est pas prêt de les oublier. Durant cette expérience, j'étais là toute la journée à surveiller tous les intervenants pour qu'il n'y ait pas d'interaction ou de quelconque signe qui se manifeste. Et là, effectivement, vous faites des grands yeux quand vous savez qu'il y a une petite probabilité, on va dire, d'un quart sur 100, un quart de trouver les réponses justes. Et là, vous en aviez 79 sur 100. Impossible pour un humain normal. L'huissier, il atteste, simple, il est froid, c'est un fait, il le constate. Mais l'homme, évidemment, est interloqué. Franchement, nous aussi. Nous lançons donc un deuxième défi à Nicolas. Nous avons dessiné ce portrait de Frida Kahlo, l'artiste peintre mexicaine. Pendant que Nicolas reste sagement dans cet appartement loué pour le tournage, sans possibilité d'en sortir, nous allons afficher ce dessin à l'encre sur une place du centre-ville de Lyon. Sans lui donner aucun indice, nous demandons à Nicolas de se projeter mentalement
pour voir ce qui pourrait capter son attention sur cette place. Il y a une affiche, enfin je vois une affiche qui est collée, quelque chose. À moins que ce soit juste un buste. Attends. Ah ouais, alors attends, ça devait pas être... Je pense que je devais avoir une idée auparavant, mais là... Peut-être une peinture. Nous n'avons pas quitté Nicolas pendant le tournage. Impossible donc pour lui d'être allé voir par lui-même, ni d'avoir reçu une quelconque information par téléphone. Oh merde, ça me fait penser à un truc de Frida Kahlo. Un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. De quoi? C'est Frida Kahlo? Ouais. Arrête. Si. Non, tu déconnes. Nicolas a trouvé. Son cerveau crée ensuite des associations d'idées qui le conduisent à donner des éléments faux. Mais bon, il a trouvé. Il y a du rouge, c'est vachement coloré. Je sais pas, il y a peut-être des espèces de fioritures autour. Je suis pas sûr, peut-être que j'extrapole. Il est temps maintenant d'aller sur place pour vérifier et voir le dessin de ses propres yeux. Ah merde, maintenant il n'y a pas de couleur. Pourquoi est-ce que j'ai capté la couleur? Parce que Frida Kahlo, il y a beaucoup de couleurs. Mais là, force est de constater que l'image en elle-même n'a pas de couleur. Donc, il y a un décalage entre l'objet et les concepts qui entourent l'objet. Incroyable. Enfin, si, moi j'y crois vu que je le vis. Précision, puisque vous vous posez sûrement la question, Nicolas n'a jamais travaillé pour les services secrets. Cela ne l'intéresse pas. Et il n'a jamais réussi à deviner les chiffres du loto. On admet que Nicolas n'est pas là. Nicolas, est-ce que vous pouvez sortir de votre corps et aller très très loin, Sylvain? Là, vous retournez chez vous, là, le temps que je pose une question. Est-ce que Nicolas va très bien dans sa tête? Il n'y a pas de pathologie psychiatrique derrière le cas de Nicolas qui puisse expliquer tout ce qu'il nous raconte? Non. Étonnamment, non. Il est complètement clair dans sa tête. Et il fonctionne extrêmement bien dans son quotidien. Je veux dire, il est très bien inséré socialement, il est très apprécié dans son travail, il a une vie affective, enfin, il a une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est étonnant, mais on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a les pieds vraiment sur terre en plus. Et c'est ça qu'on aimait bien, c'est qu'il a une façon d'en parler qui est très... Ah oui, il est très rationnel dans sa façon de vivre l'irrationnel. Bon, il n'y en a pas beaucoup, des comme Nicolas. Nous, depuis 20 ans, on rencontre plein de gens, des gens qui ont des capacités hors normes, mais des gens qui en ont autant que Nicolas, qui les maîtrisent aussi bien, on n'en a pas rencontré d'autres. Et qui les vivent aussi bien. Et qui les vivent aussi bien. Qui reste très clair. Est-ce que des expériences ont été faites sur Nicolas ou sur d'autres pour montrer que, soit par un électroencéphalogramme, soit par un PET scan dans lequel on va vérifier le cerveau, il y a une partie du cerveau qui est vraiment, pendant ces moments-là, complètement mise de côté? Alors effectivement, c'est ce que ça a montré avec les électroencéphalogrammes, et on a vu qu'il y avait 2 zones de son cerveau qui étaient comme déconnectées du reste pendant ses sorties hors du corps. C'est le cortex préfrontal médian, qui est impliqué dans différentes fonctions cognitives, mais notamment sur la pensée centrée sur soi. Et ce qui est intéressant, c'est que Nicolas, quand il est en sortie hors du corps, n'a plus la sensation d'être Nicolas. Il est juste une conscience. Donc ça collait assez bien. Et l'autre zone qui était déconnectée, c'était le cortex visuel primaire, donc qui est impliqué dans l'analyse des informations de l'environnement. Et lui, il peut avoir les yeux ouverts, justement, mais il n'y a rien qui est enregistré. Ça veut dire qu'en ayant les yeux ouverts et en étant ici face à nous, il ne nous voit plus. Il voit par projection l'endroit dans lequel il s'est projeté. Voilà. Donc il y a une déconnexion complète de cette zone-là. De ce qu'il devrait ressentir en regardant devant lui. Exactement. On va peut-être pouvoir demander d'ailleurs à Steven ce qu'il en pense, parce que c'est quand même assez intriguant. Et de savoir ce qu'il pense de ses capacités particulières. Waouh, Nicolas, je vous invite, venez à Liège, on va faire ça dans nos machines, ça va être extraordinaire, parce que ça c'est sûr, ça va donner le prix Nobel à l'équipe, parce que ça remet en question tout ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, toutes les lois de la physique, de la biologie. Venez.
Dis-moi, Steven, même si on n'y comprend pas grand-chose, est-ce que les scientifiques restent ouverts à ce genre de choses? Un scientifique qui n'est pas ouvert, il n'est pas scientifique. Notre métier, c'est de se remettre en question tous les jours. On sait que ces phénomènes extraordinaires, on en a beaucoup. Des personnes qui n'ont plus le sentiment d'être dans leur corps. Je l'ai vécu moi-même, d'ailleurs, plusieurs reprises. Et comme neurologue, je reprends mon organe préféré, on sait que si je vais stimuler cette partie-là, on appelle le cortex temporo-pariétal droit, exactement là, on a pu, à plusieurs reprises, provoquer ces fameuses out-of-body experiences, ces décorporations. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça a été prouvé qu'il peut y avoir des perceptions visuelles, auditives, peu importe, en dehors de ce qui rentre par nos yeux et nos oreilles et qui est interprété par notre cerveau? Pour le moment, dans la littérature scientifique, non. Mais je suis très ouvert et mon philosophe préféré, c'est James Bond. Jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais, c'est une chose. Mais à quoi certains états modifiés de conscience peuvent-ils nous servir concrètement sur le plan thérapeutique? Peut-on espérer mieux se soigner ou se soigner différemment grâce aux pouvoirs extraordinaires de notre conscience? Et peut-on notamment espérer un jour venir à bout de la dépression? Nous allons y revenir dans quelques instants. Mais pour l'heure, nous allons nous intéresser à un état modifié de conscience qui va nous aider à lutter contre le stress et l'anxiété. Mais qui sert aussi, avec un peu d'entraînement, à optimiser nos capacités physiques de façon spectaculaire. Est-ce que tu es prêt pour qu'on regarde ce qui se passe dans ton mental? Allons-y. Steven Loraise, neurologue, étudie depuis 2013 le cerveau des grands méditants. Il a notamment démontré que cette pratique allongeait notre durée de vie. Depuis quelques mois, il se demande si l'apnée a des vertus similaires. Ok. À Villefranche-sur-Mer, en chair et en os, il va faire des mesures en piscine sur Guillaume Néry, un de nos plus grands apnéistes, qui tient 8 minutes sans respirer. Et c'est une première mondiale. Donc l'appareil, il enregistre l'activité dans ton cerveau en ce moment même, l'envoie sur le cloud et on voit ici que ça avance. Chaque ligne, c'est une composante de ton activité mentale. L'éveil, l'attention globale, l'attention focalisée, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et c'est un peu ce qu'on connaît bien, là, à l'état d'éveil, ça part dans tous les sens. Hein. Même... Parce que je t'écoute, je suis attentif à exact. C'est ce qu'on appelle le monkey mind, hein. C'est ce flux continu de pensée qu'on arrive ici à visualiser. Le capteur mesure l'activité électrique du cerveau de Guillaume Néry. Et pour le moment, la couleur rouge montre que son attention n'est pas focalisée. Ce qui va se passer maintenant, c'est que tu vas te préparer et puis faire une apnée. Ok. Après une petite préparation, Guillaume enchaîne plusieurs apnées, dont une de 5 minutes. 1 minute d'apnée. D'abord rouge, ses tracés cérébraux commencent à passer au vert et au bleu. 2 minutes d'apnée. Plus Guillaume tient longtemps, plus son mental se calme. Il avoue lui-même être parfaitement à l'aise jusqu'à 5 minutes sans respirer. 4 minutes. Ses tracés s'en ressentent. Ils sont désormais totalement bleus. Très impressionnant. Bravo. Regardez la différence entre les temps de pause et les apnées. Pendant les apnées, tout est bleu. Pour moi, c'était parfait, Guillaume. Je pense qu'on peut enlever. Ok. Mais cette accalmie du mental grâce à l'apnée est-elle accessible à des novices? Et le fait d'apprendre à modifier notre état de conscience permet-il de développer des capacités physiques insoupçonnées? Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour messieurs, on ne voudrait pas vous déranger plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume là pendant que vous avez fait l'expérience? Je passe la tête dans l'eau et tout se calme. Les pensées arrêtent de partir à droite à gauche. Et ça, c'est du vécu. Mais là, voilà, je le vis intérieurement. Et là, pouvoir voir les pensées sur l'écran et pouvoir voir que c'est vraiment, c'est presque à la seconde, hein. C'est assez intéressant. Est-ce que c'est comparable avec la méditation? Oui, tout à fait. On a eu la chance d'étudier toute une série de moines bouddhistes, des grands athlètes de l'esprit, alors, comme Mathieu Ricard. Il est venu, il a passé les mêmes examens dans l'IRM fonctionnel, dans l'EEG avec les 250 capteurs, mais aussi
avec ceci. Et donc, il y a pas mal de choses qui se comparent avec la méditation. Les résultats se sont en effet révélés particulièrement intéressants. Déjà, malgré les épisodes répétés de privation d'oxygène depuis des années, le cerveau de Guillaume Néry est parfaitement intact. Pas de lésions. Ensuite, vu que l'apnée mène au calme, on aurait pu s'attendre à une diminution de son activité cérébrale. Eh bien, pas du tout. L'activité augmente même dans certaines parties. Regardez, à gauche, c'est le cerveau de Guillaume à l'état normal. À droite, c'est pendant l'apnée. Il y a une densification des connexions neuronales, et notamment dans le réseau de la conscience de soi, du monde intérieur. Dans d'autres régions liées aux perceptions sensorielles, en revanche, l'activité baisse. Tout l'enjeu de Steven et de Guillaume, c'est d'initier le grand public à ces techniques. Les études montrent que plus que la moitié du temps, nos pensées sont ailleurs. Et donc la méditation, c'est une gymnastique mentale, c'est une invitation à juste travailler son attention. Moi, j'imagine que je vais méditer, ça me paraît facile, mais de faire apnée, c'est hyper stressant. J'ai l'impression de me faire mal, de mourir d'ailleurs. Donc comment ça peut m'amener jusqu'au point où je vais être bien? L'apnée, ça commence par quelques secondes. Et en fait, le mental comprend qu'on peut être en apnée sans être en détresse. À ce moment-là, on se relâche. Allez, travaux pratiques. Une petite mesure préalable permet de constater que les pensées d'Adriana et de Michel partent dans tous les sens. Michel, là, il y a beaucoup de rouge. Et ici en haut, Adriana, ça c'est assez typique du monkey mind. On a le rouge, le jaune, le vert, ça saute d'une pensée à une autre, on le voit ici. Guillaume initie ensuite Adriana, Michel et même Steven à l'apnée. N'hésite pas, viens, tu vas voir, ça va être sympa. Vous pouvez vous aussi essayer, pas besoin d'être dans l'eau. La première étape, paradoxalement, c'est d'apprendre à respirer. Donc la première chose, c'est réguler le débit de ce qui rentre et ce qui sort. Donc pour ça, à l'inspiration, je vais vous demander de faire comme si vous preniez un cocktail avec une paille. On inspire comme ça. Et quand on expire, on fait un bruit comme le serpent. L'expiration doit durer 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Si vous inspirez en 3 temps, vous expirez en 6. Donc on va continuer dans cette logique, sauf qu'on va rajouter, à la fin de l'inspiration, un petit moment qu'on appelle de rétention. C'est une petite apnée. Donc en gros, on inspire. Petite rétention. Et on expire. Deuxième clé, se concentrer sur le diaphragme, ce muscle qui optimise notre capacité respiratoire. Donc, première phase de l'inspiration, on utilise le diaphragme. Donc, en descendant, ce diaphragme va pousser le ventre vers l'extérieur. Et ensuite, une fois que le ventre est gonflé, on gonfle la cage thoracique. C'est un peu comme une bouteille. Quand on va remplir au robinet, on remplit d'abord le bas, puis ensuite le haut. Et quand on expire, on laisse faire. Voilà, naturellement. On relâche tout. On relâche tout. Et l'utilisation du diaphragme vient stimuler le nerf vague. Et ce nerf vague va activer le système nerveux parasympathique qui va permettre de tout calmer. Quand on retient son souffle, même 5 secondes, en étant les poumons pleins, l'oxygène va mieux se diffuser au niveau du sang. Et donc le rythme cardiaque va diminuer. Donc on va aller vers cette espèce d'état de relaxation. Ça vous dit d'essayer ? Oui. Allez, prenez chacun votre masque. Moi, je reste en surface, je vous regarde. Je veille à ce que tout se passe bien. Il reste combien de temps en apnée? Je vous dis pas. On fait ce qu'on veut. Vous faites ce que vous voulez. Ça marche? Allez, on inspire ensemble. Allez, 3, 2, 1, et l'apnée commence maintenant. Top. Voilà, vous flottez et essayez de vous détendre complètement. Voilà, on détend la nuque. Vous relâchez les bras. Steven remonte au bout de 30 secondes seulement. Allez, on inspire fort. Alors, vous restez encore en apnée, mais redressez-vous. Voilà, et vous pouvez inspirer. Michel et Adriana l'ignorent, mais ils ont frôlé la minute. Pas mal déjà pour 2 personnes qui se sentaient incapables de retenir leur souffle.
Ça s'est bien passé? Non. Bon, Steven est sorti. Non, mais- Je pense que Steven y pense trop. Au début, c'est rigolo. Après, on ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire, Alors, la seule chose que je veux, c'est respirer. Et comment on ce qui se se passe retire. pendant une apnée, vous avez vu, il y a une première phase où on n'a pas envie de respirer. Et à un moment donné, les cellules ont commencé à respirer, utilisent l'oxygène et recrachent du CO2. Sauf que en apnée, on ne rejette pas d'air puisqu'on reste en circuit fermé. Et donc le CO2 s'accumule dans le sang. Et c'est le CO2 qui s'accumule dans le sang qui vous donne l'envie de respirer. Il y a des centres. Pas, alors. Parce que si tu expires, tu vas expirer aussi de l'oxygène. Et donc il faut apprendre déjà mentalement à te dire envie de respirer ne veut pas dire besoin de respirer. Intellectuellement, c'est vrai que c'est le truc. C'est Tu te dis, contre-intuitif au départ, là, je bien vais sûr. mourir noyé. Mais non, je vais rester quand même parce que Guillaume, il m'a dit je sais que tu as envie de respirer, je sais que tu vas te noyer, mais continue quand même. Mais c'est ça. Fort de ses conseils, c'est reparti pour 2 apnées. Steven, tu essaies de les accompagner. Hein pas la pression. Moi, je t'ai fait confiance quand tu me mets tous tes trucs sur la tête. Maintenant, tu dois me faire confiance. Allez. Allez, la prochaine, on inspire tous ensemble. Et on y va. Go. Et je vais vous laisser vous retrouver en tête-à-tête avec vous-même. Et cela fonctionne. Tous progressent. Steven, attends, on se redresse tout doucement d'abord. Adriana, on va rester encore un peu. 3, 2, 1. Allez, on respire. Fort, on respire fort. Grande inspiration. Et on souffle. Alors on reste concentré et on part sur la dernière apnée. C'est parti. Voilà, c'est parfait. Donc là, la phase de confort, normalement, dure plus longtemps. Le cœur bat lentement pour vous permettre d'être à l'économie. Et donc Steven, là tu peux commencer à te redresser si tu veux, tout doucement. Et là, l'impossible se produit. Steven ne remonte pas avant les autres. Alors Michel se redresse. Ok, Michel, tu peux respirer. Super. Guillaume commence carrément à se montrer un peu insistant. Allez, Steven, tu peux respirer maintenant. Steven, c'est bon. Tu peux sortir. Vas-y, vas-y. Et Adrien. Super. Respire fort. Steven, Steven, il est allé loin. On voit le maîtrise son cerveau, lui. On voit le compétiteur. Hein. Ouais, il veut pas lâcher. C'est dingue, tu tenais 15 secondes au début et là... Alors, justement, moi c'est le petit jeu qui m'intéresse là. Je vais vous demander une estimation de ce que vous avez pensé avoir tenu. Sur la dernière? Ouais. Je vais dire une 30. Je sais pas, Moi j'ai déjà tenu une 30, t'as tenu 30 secondes de 50 plus que secondes moi. Une 30, moi Une 30 serait déjà un record. Michel a tenu 2 minutes 05. Non. Adriana a tenu 2 minutes 45. Non. Et Steven 2 minutes 50 à peu près. 2 minutes 45. Oui, oui. Tu te rends compte ce qu'on gagne en 3 exercices simplement? Et là, troisième. je pense que tous les deux, vous auriez tenu 3 minutes ou 3 minutes 10 à l'apnée suivante. Et oui, Michel sera arrivé à 2h30 et voilà. Je pense que Non, voilà, moi moi je serais arrivé à 3 minutes. Ça fait 10 ans qu'il n'est pas question qu'Adriana me batte. Pour des histoires de piscine. Emmène-moi là-bas avec un câble et je vais te montrer un peu le truc. Non mais tu rigoles ou quoi? Michel a plus que doublé son temps d'apnée. Adriana l'a quasiment triplé et Steven l'a presque multiplié par 6. Il est temps maintenant de reprendre les mesures cérébrales pour comparer. Je quand même qu'il y a une différence entre le premier enregistrement. D'ailleurs, vous le voyez ici, hein, ça c'est Adriana. Donc là, il y a une stabilité, il y a l'esprit qui est plus calme quand même qu'avant. Et là, tous les deux, vous êtes plus calmes. J'avais pas de bleu du tout. Alors, ce qui est quand même impressionnant, c'est que en faisant des exercices, je sais pas, une fois par semaine, on doit pouvoir se calmer. C'est des petits exercices qui ne prennent pas beaucoup de temps. En prenant 3 minutes,
où on se concentre sur sa respiration, on calme la ventilation, on peut faire une petite apnée à l'air libre, on n'a pas besoin d'eau. On appuie sur le bouton pause, quelle que soit la situation. Et on rappelle, et c'est très important Guillaume, que si on fait ça dans l'eau, que ce soit en piscine ou en mer, jamais tout seul. Absolument jamais tout seul. C'est la règle fondamentale, ça peut paraître très facile quand on le voit là, mais c'est possible s'il y a quelqu'un qui nous surveille. Merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume, Bravo à pour vous. cette leçon de zénitude. J'y retourne. Tu veux prendre ça peut-être, non? L'apnée est donc aussi efficace que la méditation pour lutter contre le stress et l'anxiété. Mais existe-t-il des états modifiés de conscience qui peuvent carrément nous guérir, mettre fin à des douleurs chroniques ou à des traumatismes? Avec la technique de l'EMDR, la réponse est clairement oui. À 48 ans, Mélanie, conseillère financière, vit avec la douleur au quotidien. Elle souffre d'une défaillance musculaire apparue brutalement il y a 11 ans, sans cause apparente. Avant d'être malade, j'avais une vie vraiment dynamique, que ce soit au niveau du travail, au niveau des activités sportives. Et puis du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir mes jambes qui ont perdu leur mobilité. Les muscles qui tenaient plus, donc beaucoup de tremblements et des douleurs qui ont commencé à être diffuses, mais partout dans le corps, jusqu'au jour où je me suis retrouvée en fait aux urgences et je suis restée hospitalisée pendant 10 jours. Pour tenter de soulager ces douleurs intenses, Mélanie a tout essayé. Des médicaments évidemment, mais aussi de la natation, du yoga, de l'auto-hypnose. Mais rien à faire. Même les patchs de morphine qu'elle utilise au quotidien ne sont pas suffisants. Après une batterie d'examens, au bout d'1 an et demi d'errance médicale, un médecin lui diagnostique une fibromyalgie, une pathologie encore mystérieuse. Donc le rhumatologue effectivement me dit écoutez, voilà, vous avez telle pathologie, mais aujourd'hui on ne comprend pas, on ne sait pas d'où ça vient, mais on pense que cela pourrait provenir d'un choc post-traumatique. Donc moi je voyais absolument rien qui pouvait provoquer ces douleurs qui étaient extrêmes dans la totalité du corps. Il n'y avait pour moi aucune explication. Dans l'espoir de retrouver une vie sans douleur, Mélanie s'intéresse à l'EMDR, un terme anglo-saxon qui signifie désensibilisation par mouvement oculaire. Une technique thérapeutique inventée aux États-Unis en 1987 pour soigner les vétérans souffrant de stress post-traumatique. La première consultation avec la psychologue Eva Drozdowski va servir de révélateur. Mélanie nous a bien sûr autorisé à divulguer ces informations. En EMDR, on part du principe que le symptôme est l'expression d'un événement qui n'a pas été digéré et qui s'exprime en fait à travers un trouble psychique ou à travers des troubles physiques. Et donc la patiente s'est confiée sur une agression très lourde qu'elle a subie à 17 ans, donc une agression sexuelle avec arme à feu. C'est évidemment un événement dont elle n'a pas beaucoup parlé, c'est quelque chose qu'elle s'est plutôt efforcée à enfouir, à faire en sorte de passer par-dessus et de continuer à vivre. Simplement, le corps et le psychisme, lui, n'oublient pas et à un moment donné, ça ressort. Et il se trouve que les symptômes liés à ces douleurs chroniques sont apparus 20 ans, jour pour jour, comme une date anniversaire après cette agression. Deuxième phase, cruciale dans le protocole de l'EMDR, la première séance de désensibilisation du souvenir traumatisant. Mélanie, venez avec moi. Oui. Je vous en prie, installez-vous ici. Très bien, merci. La perspective de ne plus souffrir constitue une motivation de taille. Mais il va falloir beaucoup de courage à Mélanie, car dans un premier temps, la praticienne va réactiver les émotions et les perceptions liées au trauma. Presque 11 ans. Oui. Alors Mélanie, quand vous pensez à cette situation, quelle image vous vient à l'esprit et qui représente le pire moment de cet événement? L'arme à feu. D'accord. Vous vous dites quoi? Je vais mourir ou j'ai peur? Oui, je vais mourir, oui. Oui. Quand vous pensez à cette image et à ces mots je vais mourir, quelle émotion est-ce que vous ressentez? C'est même pas imaginable. J'ai une impression d'être oppressée complètement, au niveau de la poitrine et au niveau de la gorge, d'avoir d'étouffer en fait. La psychologue peut désormais commencer la stimulation bilatérale des yeux, un mouvement de va-et-vient que Mélanie doit suivre et qui la fait entrer dans un état de conscience modifié.
Alors cette technique de mouvement oculaire que l'on fait donc pendant la séance de MDR reproduit en fait ce que votre corps fait naturellement la nuit durant la phase de sommeil paradoxal. Et donc si vous observez quelqu'un en train de dormir durant sa phase de sommeil paradoxal, vous le verrez complètement immobile mais avec les yeux qui frétillent sous la paupière. Et en fait, c'est un moment de la nuit où votre cerveau traite les informations. Et c'est ce qui permet aussi de digérer les événements de la journée. Chaque événement que nous vivons active plusieurs zones du cerveau. Cortex visuel pour les images, cortex auditif pour les sons, cortex olfactif pour les odeurs et amygdale pour les émotions ressenties à ce moment-là. Toutes les composantes du souvenir sont alors enregistrées dans l'hippocampe, le siège de la mémoire. Les zones se désactivent alors et le cerveau passe à autre chose. Mais en cas de choc émotionnel, les amygdales ne s'éteignent pas, bloquant alors le souvenir de l'événement dans le présent. On revit alors perpétuellement les mêmes émotions négatives, aussi intensément qu'au premier jour. C'est ce qu'on appelle un souvenir traumatique. En fait, on fait remonter l'événement traumatique à la surface et on le balaye avec ces mouvements oculaires. On permet finalement au cerveau de refaire ce travail qui n'a pas été fait à l'époque ou qui a été mal fait et qui fait que cet événement a été coincé dans le système nerveux. On permet en fait de le sortir de là, de le désensibiliser et de le faire passer à un autre état de conscience. Prenez une respiration. Dites-moi ce qui vient maintenant. J'ai besoin que ça sorte. Allez-y, laissez sortir ce qui vient. L'événement traumatique, bien sûr, ne va pas disparaître de notre mémoire. Il ne va pas être effacé par une séance de... Par contre, il va complètement perdre sa charge émotionnelle. Donc le souvenir va rester, mais il va comme se normaliser. La plupart des études montrent que dans 80% des cas, l'EMDR est efficace pour faire disparaître les croyances négatives et les symptômes invalidants provoqués par un traumatisme. Et dites-moi ce qui vient maintenant. Je suis moins prise à la gorge. C'est encore noué, mais c'est pas noué comme au début. Vas-y, continuez avec ça. En moyenne, il faut 3 à 5 séances d'1 heure pour ressentir les effets de l'EMDR. Mais déjà, à ce stade, le changement est très clair pour Mélanie. Là, j'ai l'impression d'avoir balayé quelque chose. Non pas que j'y pense pas, non pas que ça n'a pas fait partie de ma vie, mais c'est bon. J'ai plus ce stress, j'ai plus cette angoisse, j'ai plus cette boule, j'ai plus ces cris que j'avais envie de sortir ou ces larmes à m'effondrer complètement. Et maintenant, quand vous revenez à la situation initiale, est-ce que les mots « je vais vivre » correspondent à cette situation ou est-ce que vous avez d'autres mots positifs qui correspondent peut-être encore mieux? Je vais vivre, je vais survivre, je vais passer à autre chose. Très bien. Nous avons rappelé Mélanie après sa 2e séance. Elle nous affirme déjà ressentir moins de douleur. De plus en plus reconnu, l'EMDR est même recommandé par l'OMS depuis 5 ans pour traiter un stress post-traumatique provoqué par un attentat, un deuil, et venir à bout des addictions ou encore de la dépression. Mais cette thérapie est aussi indiquée pour des traumatismes moins lourds, comme une rupture, un burn-out ou un accident. C'est le cas de Karen. Journaliste de 51 ans, aventurière dans l'âme et plongeuse expérimentée, elle se retrouve il y a 15 ans au Mexique, à 35 mètres de profondeur, dans un gouffre naturel. Je regarde un peu estomaqué le paysage qui s'offre à moi, qui est donc une forêt engloutie, cachée par une sorte de brume blanche laiteuse, et je prends du temps pour regarder. Sauf que le moniteur, lui, veut aller le plus vite possible et commence à tirer ma palme pour que je passe derrière lui le plus vite possible. Je regarde mon mari avec des grands yeux, paraît-il, dans mon masque. Je commence à être plus stressée, de plus en plus stressée, et je commence à hyperventiler. C'est-à-dire que je commence à respirer de plus en plus vite parce que voilà, le stress monte. Une plongée particulièrement difficile techniquement, un stress qui monte. Karen n'en a pas conscience, mais cet épisode va 7 mois plus tard exploser comme une bombe à retardement. Lors d'une autre plongée, elle est incapable de mettre la tête sous l'eau. D'autres symptômes font alors rapidement leur apparition. Et lors de son vol retour, c'est la crise de panique. L'avion commence à rouler et je me retourne vers mon mari et je lui dis qu'il faut que j'ouvre la fenêtre pour respirer.
Il me regarde bizarrement, il me dit que ça ne va pas être possible. Et là, il y a une sorte d'angoisse qui se met en place. Je suis en train d'hyperventiler, donc je suis... Et il faut que je trouve un moyen de me calmer. Les hôtesses ne proposent rien, aucun médicament, si ce n'est potentiellement de me menotter à mon siège. Et les 4 heures qui vont s'en suivre jusqu'à l'escale à Dubaï sont absolument effroyables. À son retour à Paris, la phobie gagne encore du terrain. Karen ne supporte plus d'être enfermée nulle part. Le moindre tunnel devient une angoisse. Les parkings souterrains, un calvaire. Sans parler des ascenseurs. J'avais l'impression de devenir folle, en fait. Moi, c'était ça qui me marquait. L'impression de ne plus me maîtriser et de maîtriser ce que je faisais et ce que je pensais et ce que j'éprouvais. Devenue incapable de voyager, la journaliste ne peut plus travailler. Elle décide alors de suivre une thérapie EMDR et comprend grâce à cela que sa plongée au Mexique a généré un fort stress inconscient et que son cerveau n'a pas supporté d'être à nouveau confronté à une situation identique lors de la plongée suivante. Sa mémoire traumatique a été réactivée et c'est ça qui a déclenché sa claustrophobie. Le MDR a pour moi été très efficace. Après la première séance, quelques jours plus tard, je devais partir en reportage à Lille, 54 minutes de TGV. Ça n'a pas été une partie de plaisir, mais en tout cas, je l'ai fait. Et c'est en fait 2 mois plus tard, on est parti en Égypte. C'était un voyage qui était planifié avant toute cette folie de la claustrophobie. J'ai pris 9 avions et j'ai eu l'impression d'être normale, en tout cas d'être redevenue moi-même. Je dois dire que c'est vrai que c'est pas une technique pour les petites natures. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à revivre les choses et vous les revivez intellectuellement, mais aussi physiquement. Moi, je me souviens d'avoir les mains moites, d'être en sueur, d'être en larmes. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé et ça a été salvateur. 5 séances ont suffi à Karen pour être définitivement libérée de sa claustrophobie. En 15 ans, elle n'a plus jamais fait de crise d'angoisse. Comme elle, tout le monde peut être réceptif à l'EMDR car cette thérapie fait appel à nos capacités innées d'auto-guérison et permet de venir à bout de très nombreux traumatismes, des plus simples aux plus complexes. Attention, accrochez-vous. Place à des états modifiés de conscience beaucoup moins connus, mais considérés par de plus en plus de scientifiques comme la prochaine grande révolution dans la prise en charge des principaux troubles mentaux, comme la dépression. Si je vous dis ayahuasca, LSD, psilocybine, il s'agit de la grande famille des psychédéliques, autrement dit des stupéfiants interdits en France et qui pourtant suscitent un intérêt grandissant chez les psychiatres et les chercheurs. Pourquoi ? C'est ce que Vincent Verroust, ethnobiologiste et président fondateur de la Société psychédélique française, va nous expliquer. Monsieur Vincent, bon, merci Vincent de venir ici. Alors déjà, c'est quoi des psychédéliques ? Les psychédéliques sont des substances chimiques issues du monde vivant ou de la chimie qui agissent sur le cerveau et qui, en fonction des doses, provoquent des effets sur le psychisme, tels que des phénomènes hallucinatoires, la distorsion des modalités sensorielles, la libération de souvenirs enfouis, la libération d'émotions et parfois des expériences de type mystique ou spirituel. On n'a jamais observé de comportement compulsif d'auto-administration, ni chez l'homme, ni chez l'animal. Les psychédéliques seraient donc des stupéfiants sans dépendance. Et cela s'explique. Pour schématiser, une drogue qui rend addict, comme le tabac, la cocaïne, l'héroïne, stimule dans notre cerveau les récepteurs de la dopamine et le fameux circuit de la récompense. On prend sa dose et quand on est en manque, on recommence sans pouvoir s'arrêter durablement. Concernant les psychédéliques, ce sont d'autres récepteurs qui sont impactés, comme ceux de la sérotonine. La dopamine n'entre pas en jeu. Donc non seulement ça ne crée pas de dépendance, mais en plus ça semble pouvoir libérer des dépendances. La psilocybine, donc, qui est le principe actif des champignons hallucinogènes, a été testée dans le traitement du tabagisme, avec des résultats assez épatants. Il a été aussi testé sur des personnes alcooliques, avec des résultats épatants. Et ça récemment, il y a moins de 10 ans. Il semblerait qu'on soit pas loin d'une révolution thérapeutique pour un certain nombre de maladies, et notamment la dépression.
Absolument, mais ce n'est pas non plus une surprise parce que des recherches ont été menées depuis longtemps, depuis plus d'un siècle en fait. En tout cas, une vingtaine de personnes qui souffraient de dépression résistante, c'est-à-dire pour lesquelles les médicaments conventionnels n'arrivaient pas à soulager la dépression. En une prise, tous ont vu les symptômes de la dépression fortement chuter. Et la dernière étude, il y a un groupe qui a pris un antidépresseur couramment prescrit et un autre groupe qui a reçu 2 doses de psilocybine. Et l'effet antidépresseur a été immédiat, beaucoup mieux toléré, avec beaucoup moins d'effets secondaires néfastes. Donc il a fait au moins aussi bien que l'antidépresseur classique. Est-ce que dans la famille de psychédéliques existe plusieurs substances actives? Chacune traite une maladie particulière ou c'est juste une molécule pour tout? Oui, en fait, ce qu'on appelle les psychédéliques classiques partagent un même mode d'action dans le cerveau, donc une expérience relativement comparable. On parle d'une efficacité transdiagnostique. On a parlé de la dépression. Anxiété. Anxiété, bien sûr. Anxiété associée au diagnostic de cancer, où il y a eu des essais cliniques qui ont été absolument stupéfiants, si j'ose dire, dans leur efficacité. Les troubles obsessionnels compulsifs, l'anorexie mentale. Et ce n'est pas tout, car les bienfaits des psychédéliques sont si puissants sur le plan cérébral qu'il pourrait ouvrir une porte vers de tout nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives. Avec l'âge, et notamment dans les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, il y a des déconnexions des neurones entre eux. Là, avec la psilocybine, des champignons hallucinogènes, on a remarqué que les neurones se reconnectaient, c'est-à-dire qu'on réactivait cette neuroplasticité. Là aussi, si on arrive à faire reconnecter des neurones chez les malades d'Alzheimer... Et ça aide aussi pour la mémoire. Et aussi pour la mémoire, c'est aussi révolutionnaire. Et non seulement on peut parler de neuroplasticité, mais aussi de neurogénèse qui a été observée in vitro. Donc, ça veut dire que des nouveaux neurones vont pousser. Oui, et c'est pourquoi une équipe des Pays-Bas va proposer un traitement expérimental aux personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, qui est une maladie neurodégénérative aussi, donc pour voir à quel point ça améliore leur qualité de vie, et notamment les symptômes dépressifs et anxieux, mais aussi tester si ça n'a pas un effet sur les troubles somatiques. Mais ça c'est incroyable, ça devrait être quand même au moins prescrit par le médecin. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être le médicament du futur? C'est très certainement des médicaments du futur, mais des médicaments d'un nouveau type. Si les psychédéliques sont encore considérés comme des stupéfiants, c'est parce que la France a signé en 1971 une convention internationale réglementant les drogues sans distinction. Mais il semblerait que certaines substances aient été glissées là un peu trop vite. Eh bien, figurez-vous que le Conseil constitutionnel vient justement de définir ce que c'est qu'un stupéfiant. Donc, ce qui justifie le classement d'une molécule ou d'une plante sur une liste, c'est le fait qu'elle provoque une pharmacodépendance et le fait qu'elle provoque des problèmes de santé. Or là, il semblerait que les substances psychédéliques figurent par erreur sur la liste des stupéfiants. Donc, ce serait effectivement une bonne chose qu'il y ait une réforme de la politique publique en France en matière de drogue. Si ça marche aussi bien que ça, est-ce que ça veut dire que la Haute Autorité de Santé, toutes les autorités de santé en France qui doivent autoriser des médicaments travaillent dessus? Est-ce que des laboratoires travaillent dessus? La plupart des avancées se font aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, en République tchèque, en Allemagne. En France, aucune administration sur l'humain n'a encore commencé, mais c'est prévu. C'est quoi les délais pour imaginer qu'on puisse avoir des traitements en France? C'est très difficile de vous répondre, mais on peut espérer que les premiers essais cliniques démarrent d'ici quelques mois ou 1 an maximum. Merci beaucoup, Merci Vincent. beaucoup. Et on va voir maintenant que Mathias et sa maman ont vu leur vie complètement bouleversée, positivement, par la prise de psychédéliques. On ressent tout. Tous les sens sont exacerbés et on ressent quelque chose une plénitude, une paix et beaucoup d'empathie. De nouveaux filtres pour regarder le monde. Une révolution dans sa géographie cérébrale. Corinne décrit ainsi les effets des champignons psychédéliques sur sa maladie mentale, la bipolarité. Après avoir été désaligné, tout se réaligne de façon différente. C'est ça, un reset. Après des années de lutte sous camisole chimique, cette ancienne cadre dans la publicité a arrêté les médicaments. Corinne ne jure plus que par la psilocybine. Ce reformatage de son ordinateur intérieur
elle ne l'a pas vécu seule. C'est son fils, Mathias, qui l'a initiée aux champignons il y a maintenant 5 ans. Ce dimanche, il l'attend, fébrile. Corinne revient d'un pays où, pour la 2e fois de sa vie, elle a vécu une session psychédélique de 8 heures. Un voyage à haute dose, encadré par un thérapeute. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est un tour de cosmos. C'est raconter tout ça. Ouais. Extatique mais fatiguée, Corinne a besoin d'une bonne nuit de sommeil. C'est le lendemain qu'elle raconte tout à Mathias. Comment tu te sens, déjà? Et autant j'ai été épuisée hier soir en arrivant, et autant aujourd'hui je suis épuisée encore, mais avec une énergie intérieure que j'ai jamais ressentie en fait. C'est pas de l'excitation, c'est pas de la joie, c'est pas de l'euphorie, c'est autre chose. Un équilibre, ça doit être ça. C'est tout nouveau. Et rien à voir après quand je t'avais sortir du train. Ça se voit physiquement, c'est ça qui est dingue. La bipolarité bouleverse la vie de Corinne depuis l'adolescence. Une humeur inconstante, des montagnes russes émotionnelles, une inadaptation au quotidien qui impacte toute sa famille. Mathias, son fils photographe, en a fait un livre. En couverture, une spore de champignons, comme un œil ouvert. Et une touchante confession de sa mère lors d'un séjour en hôpital psychiatrique. Noël approche à grands pas et moi je croule sous le poids d'une culpabilité inutile. Je me hais, ne vous mérite pas. Me voilà anéanti, échoué aux urgences de l'hôpital le plus proche. Le cœur brisé, inutile, je me sens indigne d'être ta mère, méprisable et plonge dans la mélancolie. Les premières pages égrènent des photos de Corinne en clinique, le visage marqué, éprouvé par un cocktail d'antidépresseurs et même des séances d'électrochocs. Pour moi, je n'allais jamais guérir. Corinne prend notamment des pilules de lithium, aux lourds effets secondaires. Tremblements, somnolence, confusion, pensées suicidaires, que décrit très bien le président de la Fédération française d'addictologie, le psychiatre Amine Benyamina. Ce qui est très important, c'est que nous avons vécu une grande époque des médicaments qui ont soigné, mais qui nous rendent malades. Pour certains, notamment par exemple les benzodiazépines, les opiacés, ce sont des médicaments qui sont extraordinaires. On les utilise pour l'anesthésie, pour la douleur, ils sont fantastiques. Simplement, ce sont des médicaments qui peuvent nous rendre malades. À cette époque, Mathias démarre sa vie d'artiste. Pour créer, il expérimente les champignons hallucinogènes, un usage récréatif qui, à l'époque, rebute ses parents. On était effrayés, ton père et moi, au départ. Oh oui, du coup, tout le monde, hein, c'est normal, toute la famille. J'ai eu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais plus ce que je t'ai dit, mais oui, parce que mon fils, tu te drogues. Ce qui était incroyable, c'était que les lendemains, à chaque fois, je me sentais parfaitement équilibré, beaucoup d'énergie, j'avais envie de faire, je me sentais bien dans mon corps, etc. Et je me suis dit, c'est quand même étrange pour une drogue que ça fasse ça le lendemain. Normalement, ça fait plutôt l'effet inverse. Et après, je me suis dit, tiens, peut-être que ça peut l'aider. Mathias se documente. Il voyage à Londres, en Suisse, en Amazonie, et peu à peu, convainc sa mère. La première prise de champignons de Corinne a finalement lieu en 2017, encadrée par un thérapeute à l'étranger, dans un pays où c'est autorisé. Elle dit avoir visualisé son mécanisme interne, réparé ses traumatismes d'enfance. Un chaos cérébral qui a redistribué les cartes de ses connexions neuronales. Pendant l'expérience... Ça ouvre sur d'autres champs de conscience, finalement. Totalement. Tous les médicaments qui consistent essentiellement à éteindre... Là, tout s'est réveillé d'un coup. Quel bain de jouvence. Corinne se déleste enfin d'une partie de son anxiété. Elle apprend à renouer avec les petits riens du quotidien, jusqu'ici insurmontables, comme faire la vaisselle. Ça ne pèse pas. Ouais, c'est pas une montagne. Ça ne pèse plus. Oui. J'ai l'impression de commencer une nouvelle vie, en fait. Oui, c'est une renaissance, finalement. Oui.
Ces effets, elle les entretient avec un mini-dosage de champignons pris en poudre 2 fois par semaine. Sa prochaine grosse session aura lieu dans 4 mois. Mais comment ces thérapies encadrées par du personnel médical se déroulent-elles concrètement ? Nous sommes allés chercher la réponse en Suisse, où ces protocoles sont légaux depuis 2014. Au sein des hôpitaux universitaires de Genève, le psychologue Federico Seragnoli encadre une trentaine de patients. Tout se passe dans cette salle sobre, clinique, sans aucun décor ni rituel chamanique. 2 patients à la fois qui entrent à 8h et ressortent à 19h. Les choses importantes, du coup, c'est que le patient soit allongé et de manière vraiment à relâcher et à relaxer son corps lors de l'expérience. Et puis qu'on puisse lui permettre, du coup, d'entendre de la musique. C'est une salle aussi très lumineuse qui donne sur un jardin avec des arbres magnifiques. L'idée, c'est vraiment de proposer un cadre très calme et susceptible d'amener une relaxation chez le patient. Ici, les champignons se prennent sous forme de gélules synthétisées. Si le suivi est pris en charge, le produit est payant, 50 € la pilule, et il en faut 5 par session. La psilocybine étant considérée comme stupéfiant et non comme médicament, quelques précautions restent de rigueur. Ils doivent être protégés, donc à la porte, déjà, il faut une clé, et là, il faut encore une clé. Ça doit être au frais. Laura travaille dans l'intelligence artificielle. Elle en est à sa 4e session. La dernière, c'était il y a 3 semaines. Pour être acceptée par l'Office fédéral de la santé publique suisse, cette mère de 3 enfants a déposé un dossier justifiant d'une dépression chronique et résistante. Elle souffrait notamment de comportements alimentaires compulsifs et d'agoraphobie. J'ai fait 30 ans de thérapie à peu près, et je pense une trentaine de thérapies, vraiment de différentes sortes. J'ai eu pris des médicaments, des antidépresseurs à un moment, mais ça ne me réglait pas le problème en fait. Avant sa première prise de champignons, Laura s'est préparée pendant 4 mois lors d'entretiens avec Federico Seragnoli. On parle justement de psychothérapie assistée par psychédélique. Le psychédélique est un outil pour donner une expérience très intense, émotionnelle et introspective au sujet. Mais cette expérience-là, en effet, elle est utile dans la mesure où elle est encadrée dans un parcours de psychothérapie qui se fait avant et après, qui nous permet du coup de préparer cette expérience et de l'intégrer dans la vie après quotidienne du sujet et puis d'amener un véritable changement positif dans sa vie. Très réticente envers toute prise de substance, Laura a dû lâcher prise. Avec le recul, ces temps de préparation ont été primordiaux parce qu'au moment où vous prenez la substance, il y a beaucoup d'angoisses qui peuvent monter, et en tout cas chez moi il y a eu plein d'angoisses de type si ça marche pas, de type oh, mais est-ce que, je sais pas, peut-être mon cœur va exploser, et là pouvoir se référer aux séances de thérapie en disant ok, ça va se passer, c'est normal que ça se passe, ok, peut-être physiologiquement je vais avoir ces symptômes, c'est ok, respire, enfin voilà, tout ça était vraiment primordial pour moi. Elle aussi parle d'un bouleversement. J'ai eu des strates d'effets tout d'un coup, cette impression de pouvoir respirer pour la première fois de ma vie, où vraiment j'étais waouh, c'est ça que ça fait de respirer, et mon cerveau qui me disait mais ça va pas durer. Ok, 1 jour, 3 jours, au bout de 4 jours, la molécule elle peut plus marcher, bon peut-être qu'elle marche encore 1 semaine, au bout de 2 semaines jamais, au bout de 3 semaines, enfin j'étais vraiment genre mais ça revient pas, c'est tellement bizarre. Ça peut pas être si simple. Je veux dire, si c'était aussi simple que ça saurait. Enfin, c'est pas possible. Et pourtant, c'est grâce aux champignons que Laura vit depuis maintenant 6 mois sans la dépression, et non plus malgré elle. Alors pourquoi, en France, ne faisons-nous pas comme nos voisins ? La France est très en retard. La Grande-Bretagne a 15 ans d'avance. La Suisse, l'Allemagne. En France, alors que c'est un grand pays de sciences et de médecine, on est congelé dans une position d'attentisme et de prudence. Mais si on ne le fait pas, c'est un rendez-vous avec l'histoire de la science qui sera manqué. Un rendez-vous qui concerne carrément le monde entier, puisqu'on estime que la dépression touche 300 millions de personnes. Pour la dernière partie du voyage d'Adriana et de Michel, nous nous sommes demandé si les bienfaits qu'on prête parfois à certains états modifiés de conscience
ne pouvait pas comporter certains dangers, ouvrir la porte vers le charlatanisme. Pour tenter d'y répondre, nous nous sommes penchés sur une pratique très controversée, celle des médiums. Alors oui, bien sûr, vous devez être nombreux à lever les yeux au ciel et il est bien normal d'être sceptique. Mais ce qu'Adriana et Michel ont vécu ce jour-là ne risque pas de s'effacer sitôt de leur mémoire. Nous avons donné rendez-vous à Anne Tuffigo dans une maison désaffectée en région parisienne. Ancienne professeure agrégée de lettres modernes, elle se dit médium depuis 15 ans. Elle travaille sur photo. Donc la personne en question, c'est celle-là. La grand-mère d'Adriana. Anne pose ensuite quelques questions factuelles. Si vous acceptez de me donner votre date anniversaire, vous voulez bien? 17 septembre 71. Prénom de la grand-mère et date de décès. Ouf, elle est partie en 90. Adriana a pour consigne de ne donner aucun autre détail à Anne. Michel arbitre, à l'affût du moindre signe suspect. La première chose que j'entends, Adriana, c'est vous avez dit grand-mère et elle dit pratiquement maman en fait. Elle dit c'est une erreur de dire que je n'étais que sa grand-mère. J'ai veillé sur elle toujours et j'ai eu plus que ça encore comme rôle. Je suis le pilier de cette famille. Cela commence doucement avec ce qui peut encore s'apparenter à des généralités. Sauf que rapidement... Elle me montre son ventre de maman qui a été lui-même en fait bouleversé, comme si elle avait perdu de son vivant déjà des gens qu'elle aimait et un enfant. C'est le cas. La grand-mère d'Adriana a perdu un enfant. Elle dit qu'il n'y a pas eu de revoir. Vous n'avez pas pu vous dire au revoir. J'ai un homme pratiquement de la même génération qu'elle tient par le bras comme et elle est tellement heureuse de l'avoir retrouvé parce qu'elle dit nous sommes deux dans cette famille à être partis tôt dans le temps et je suis très heureuse d'avoir retrouvé ce frère. C'est exact. Oui. Si Adriana se montre si émue, c'est que tout est vrai. Mots employés par la grand-mère, détails sur des objets personnels ou d'autres membres de la famille, Anne Tuffigo délivre les informations qui lui viennent à un rythme soutenu et avec un degré de détail interpellant. Elle me dit aussi que d'habitude, quand on est dans une famille, on est dans un seul et même endroit et cimetière. En fait, votre famille n'est pas réunie, Adriana. Ils sont dans des endroits différents, disparates. Au bout de 15 minutes, on demande à Adriana de s'exprimer. Non, mais parce que tout ce que vous avez dit, c'est juste presque mot par mot correct. En fait, elle m'a élevée, ma grand-mère, jusqu'à quand j'avais 5 ans. 6 ans. Oh, comment 6, oui. Pardon. C'est vrai, en plus. Vous ne pouvez pas renier une année parce qu'elle dit 6 ans. Ouais, c'est 6, pardon, mais c'est vrai. Au secours. Les défunts sont un peu... Je me laisse porter par ça, dans l'occurrence. Non, ouais, je comprends pas comment ça marche tout ça. Adriana est d'autant plus désarçonnée qu'elle nous a affirmé n'avoir jamais parlé de tout cela, ni dans des interviews, ni dans son autobiographie publiée il y a quelques années. Bon, tu en penses quoi? J'en pense, comme d'habitude, dans ce genre de situation, que j'ai d'un côté mon cerveau de toubib, rationnel, qui essaye de comprendre ce qui peut se passer, et puis de l'autre, de l'être humain qui vient d'assister à un truc un peu quand même troublant Ouais, c'est juste... et émouvant. Et comme beaucoup de choses, je ne comprends pas, mais c'est pas pour ça que je rejette. Donc voilà, vous avez... il y a des choses quand même sur une simple photo, vous avez donné des détails de la vie de la grand-mère d'Adriana qui sont assez troublants, vous n'avez pas pu lire ailleurs. Donc voilà, c'est assez troublant, voire très troublant. C'est mon quotidien. Ouais, mais pas le nôtre. Je l'entends. Et puis je voudrais insister sur une chose, c'est que j'ai été un témoin très objectif et très observateur. Parce qu'on peut se dire aussi que
à chaque fois que vous allez dire quelque chose à Adriana, vous allez regarder son visage, ses expressions, qui vont vous permettre, en ayant un petit peu de psychologie, de vous dire que vous avez tiré sur le bon fil et que là, vous allez y aller. Et ben moi, j'ai regardé Adriana en me disant, est-ce qu'il va y avoir ce levier? Ben, il n'y avait pas. En fait, on ne pose pas de questions à une médium. Quand on commence une séance, c'est nous qui devons démarrer à blanc. C'est pour ça que je dis toujours, j'ouvre cette porte et je m'y engouffre. D'abord, comment vous avez découvert cette faculté que vous avez Je viens d'un milieu tout à fait agnostique, où on ne croit en rien et on n'a jamais prié Dieu. Mais depuis petite, je percevais des présences et j'ai tout mis dans une grande boîte à oubli, jusqu'à la mort tragique de ma mère. Et alors là, comme un catalyseur, parce que les drames sont souvent des catalyseurs dans une vie, j'ai commencé à voir de façon pêle-mêle toutes ces présences, tous ces messages qui se sont vraiment affinés. Et j'ai décidé de changer de vie, parce que j'enseignais, et j'ai décidé de me consacrer à tous ces gens qui ont besoin de créer un pont de communication. Vous sentez que vous êtes dans un état différent pendant cette lecture? Je m'oublie. Il faut accepter d'être simplement un outil. La médiumnité, c'est qu'un outil de transmission. Je ne fais ce métier que pour changer cette image d'obscurantisme et d'occultisme qui est liée à quelque chose de sectaire aussi. Moi, je veux mettre de la lumière et de la joie là où on veut y mettre de la peur. Et je tends à prouver que, en tout cas à montrer chaque jour que la spiritualité, c'est à la portée de tous. La médiumnité diffère de la voyance, car les voyants affirment se projeter dans l'avenir. Anne Tuffigo ne propose ses services que dans la sphère privée. Mais il arrive que des médiums soient entendus dans un cadre beaucoup plus inattendu. Jusqu'où leur prêter une oreille attentive? Et quelles sont les dérives possibles? Geneviève Delpech est artiste peintre. Mais elle affirme aussi collaborer régulièrement à des enquêtes sur des disparitions en tant que médium. Elle ne monnaie pas ses services. Au début des années 2000, pour tester ses capacités, 2 policiers l'emmènent dans ce quartier sans rien lui préciser. J'ai marché, je ressentais absolument rien, j'étais embêtée, je dis mais qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Mais arrivé devant le 116, là ça a été terrible. Cet immeuble, c'est celui où a été retrouvé en 1986, soit 14 ans avant, le corps de la petite Cécile Bloch, 11 ans, assassinée. Geneviève Delpech déclare avoir conduit la police dans la cave où a eu lieu le drame. De l'assassin, à l'époque en fuite, la médium aurait fait une description troublante. Je sentais son odeur, je le voyais. Donc je voyais un homme qui avait beaucoup de clés, un gros trousseau de clés, ça a été confirmé après. Je voyais un homme avec la peau abîmée, qui ne faisait pas propre, avec une paire de baskets sales, assez grand et mince. L'homme, surnommé le grêlé, sera confondu en 2021, soit environ 20 ans plus tard par rapport aux visions de Geneviève. Mais la parole des médiums est-elle régulièrement prise en compte par la police? Nous avons posé la question à Jean-François Abgral, enquêteur spécialisé dans les affaires criminelles. Effectivement, pour quasiment toutes les enquêtes criminelles, dès qu'elles sont médiatisées, ça suscite des intérêts. Et oui, j'avais eu, en tant que directeur d'enquête, beaucoup de contacts, de sollicitations de la part de médiums. Est-ce que toutes les visions des médiums sont systématiquement vérifiées par les enquêteurs? Oui, on le fait. Ça ne coûte rien. Si jamais, je dirais pas par miracle, mais par notre grande surprise, ça donnait quelque chose, ce serait triste de ne pas le faire. Et parfois, c'est quand même troublant parce que ça peut résonner avec les actes d'investigation qui ont été réalisés. Alors pourquoi? Parce que les gens ont lu dans la presse ou se sont renseignés sur le cas avant de téléphoner aux enquêteurs. Ce qui fait que l'enquêteur a un petit trouble quand même, parce qu'il peut se poser la question de savoir si la personne n'est pas liée à l'enquête, au crime. Donc on fait des investigations de manière systématique sur la personne qui nous amène cette information, c'est-à-dire le médium. Vous avez des souvenirs d'enquête qui auraient avancé de façon significative grâce au médium? Alors malheureusement, ce que j'ai pu constater, moi, c'est que ça ne donne rien. Il n'en reste pas moins que les médiums fascinent. D'où vient cet attrait?
Philippe Charlier, médecin légiste et directeur de recherche du musée du Quai Branly, nous éclaire. On le surnomme l'Indiana Jones des cimetières. Chez beaucoup de populations extra-européennes, populations lointaines, il n'y a pas de différence entre le monde des esprits et le monde des morts. Là, tout autour de moi, pendant que je parle, il y a des esprits, il y a des revenants, c'est juste que je ne les vois pas. Et les médiums sont justement cette interface entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et le véritable âge d'or, celui qu'on connaît tous pour les fantômes, c'est la fin du 19e siècle. Mais ça ne commence pas en France ou en Angleterre, ça commence aux États-Unis, chez les sœurs Fox. Ce sont des jeunes filles qui, un jour, disent entendre des bruits, taper sur les murs. Et puis sur la fin de leur vie, elles avouent que non, c'est une forfaiture complète, c'est une arnaque, ça n'a jamais existé, ce sont elles qui ont tout inventé. Mais c'est trop tard. Le spiritualisme est né et on commence à de plus en plus entretenir un rapport intime avec les fantômes. On fait bouger les tables, on utilise les verres sur les tables de Ouija et cette mode va vraiment exploser. En France, c'est un enseignant, Allan Kardec, qui popularise le spiritisme. Avec lui, avec ses écrits, tout le monde devient adepte, y compris jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et dans le même temps, la science s'intéresse beaucoup au spiritisme. On sait que Marie Curie, par exemple, s'est beaucoup intéressée au spiritisme. Des chirurgiens, des médecins. Et pour eux, eh bien, ils essayent d'utiliser les techniques scientifiques pour prouver la véracité de toutes ces observations. Plus près de nous, en 2013, c'est un centre américain qui a mené la plus grande recherche contemporaine sur les médiums. Journaliste et auteur scientifique, Jocelyn Morisson a traduit, dans ce livre, en quoi consistait l'expérience et quelles en étaient les conclusions. Donc les expériences de l'Institut Windbridge, en fait, ont porté sur une vingtaine de médiums. Il y a eu à peu près plus de 100 personnes qui étaient consultantes, qui venaient consulter pour un de leurs défunts. Et puis, il y a eu une soixantaine d'expériences qui ont été faites. Le protocole qui a été mis en place à l'Institut Windbridge, en fait, il est ce qu'on appelle en quintuple aveugle. On a 5 niveaux de masquage qui font que, en fait, chaque étape est compartimentée de manière parfaitement étanche. Le médium qui va faire une lecture pour un défunt ne sait pas, en fait, qui est le défunt, il a juste son prénom. Le consultant lui-même ne sait pas quel médium va faire une lecture pour son défunt. Et au bout du compte, on s'aperçoit qu'il y a près de 80% des informations qui sont fiables, qui sont exactes. Alors bien sûr, le médium doit donner des informations sur la personnalité du défunt, sur sa profession, sur son apparence physique, sur toutes sortes de choses voilà, qui ne relèvent pas des généralités. Impressionnant. Mais pour être élevé au rang de preuve scientifique, il faut que des expériences du même type soient réitérées. Or, en France, on se méfie. Hello, hello, bienvenue à toi. On va donc regarder tes énergies pour cette semaine. Et encore plus depuis l'explosion d'Internet. Il paraît que ceux qui ont le M dans la main sont des médiums. J'en ai un premier ici. Et en fait, c'est dans les ombres qui est la lumière. La toile a vu pulluler toutes sortes de charlatans qui consultent en visio. Je veux dire une chose, si tu as un choix à faire entre deux choses, et qu'il y en a un c'est compliqué, ou il y en a un qui te dérange, alors que l'autre c'est beaucoup plus fluide, tu as le signe qu'il faut aller vers celui où c'est plus simple. Hein. Et parfois, moyennant des sommes qui devraient suffire à nous alerter, jusqu'à plus de 300 € la séance. Est-ce que ça te parle, ça? Dis-moi si t'es encore là, du coup. L'art mentaliste a accepté de nous aider à ne pas nous faire avoir en décryptant certains comportements récurrents. Je pense qu'ils utilisent plus consciemment ou inconsciemment des techniques de psychologie, telles que la technique de l'arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, c'est on va essayer de toucher tout et on va voir où est-ce que l'hameçon il a mordu. Démonstration avec Marine, qui mime la cliente, face à Fabien, le médium. Vous pensez à quelqu'un qui vous est cher. Je vois à côté de vous, c'est quelqu'un qui fait plutôt partie de votre famille. Vous avez été chercher de ce côté-là, c'est vrai, hein, oui. Et c'est quelqu'un du sexe féminin, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je sais pas si c'est maman, une sœur ou maman ou rien. Vous avez vu tout ce que j'ai couvert là d'un coup? Et si vous acquiescez un petit peu sur tante, ou vous me dites simplement bah oui, c'est bien ça, c'est ma tante, moi je vais pouvoir répondre oui, c'est bien ce que je ressentais. Mais j'ai péché dans tellement de domaines qu'à un moment donné, ça va mordre un endroit. Et d'ailleurs, bien plus tard, vous direz tout de suite, il a trouvé que je pensais à ma tante.
Alors qu'en fait, j'ai fait plein de possibilités. Ça s'appelle le biais du survivant, c'est un biais cognitif de ne voir que les choses qui ont fonctionné et de laisser de côté toutes les choses qui n'ont pas matché. Ou non, c'est votre mère peut-être, non, c'est pas votre mère. Non, c'est pas votre mère. Non, c'est bien ce que j'entends. J'entends que c'est pas votre mère, on me dit c'est pas sa mère. Et puis, il y a aussi la reformulation ou les pistes ouvertes, les doubles réalités. Par exemple, si je dis, vous pensez à quelqu'un, mais c'est pas votre mère. Hein. Si vous me dites, bah, si, c'est ma mère, je vais faire, oui, c'est ça ce que je dis, il me semble bien. C'est pas votre mère dont on parle, c'est plus quelqu'un de votre génération, peut-être, c'est correct? Non. C'est qui? Ma grand-mère. Votre grand-mère, d'accord, parce qu'il y avait un sentiment comme une relation de sœur avec vous, quelque chose de très très proche, hein, c'est ça hein? Oui, c'est bien ce qui me semblait, on est pareil, on se comprend. Tout le monde est persuadé de rien dire hein, quand il va voir un médium ou un voyant, hein. Mais non, on dira quoi qu'il arrive des choses, ne serait-ce qu'avec un petit hochement de tête, par exemple. Et puis, je pense qu'ils utilisent de l'effet Barnum. Donc ça, c'est le fait de dire des choses généralistes, et votre cerveau, qui n'aime pas le vide, il va le raccorder à des souvenirs qui correspondent à ce qu'on lui dit. 3 millions de Français solliciteraient chaque année l'aide d'un médium. Comme il s'agit de démarches volontaires, il est compliqué de dénoncer des dérives. Mais si vous flairez l'arnaque ou une quelconque emprise psychologique, vous pouvez solliciter la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. mivilud.inter.gouv.fr. Dans tous les autres cas, on peut se ranger à l'avis du docteur Philippe Charlier, qui incite à conserver une certaine ouverture d'esprit. Être cartésien, c'est accepter les limites de notre cerveau. Donc je suis profondément cartésien et scientifique, mais il y a des choses que j'ai vues et que je ne comprends pas. Des photographies que j'ai prises, par exemple, d'individus possédés ou transformés, mais qui n'apparaissent pas sur la pellicule ou qui n'apparaissent pas sur le film. Donc mon positionnement, il est, pour l'instant, de ne pas savoir, tout simplement, et d'accepter les limites de ma perception d'abord et de ma compréhension ensuite. Bousculés dans leur certitude, Adriana et Michel achèvent ce voyage, encore très surpris de ce à quoi ils ont assisté. Et même si pas explicable parmi ces états modifiés de conscience, qui sait si, demain, cela ne sera pas le cas. Tu sais, ce qui m'impressionne, c'est quand on sait que 6 Français sur 10, près de 6 Français sur 10 croient au monde occulte. Ça veut dire que t'imagines le nombre de charlatans qui doivent se faire une fortune avec cette croyance. Et en plus, ça a été aggravé par la crise sanitaire. Moi, j'étais très sceptique par rapport à tout ça, par rapport à ce monde-là avant. Mais après ce qu'on a vécu dans cette émission, tu as vu des états de conscience modifiés comme la mort imminente, les gens qui sortent de leur corps, des voyants ou des médiums, les gens qui entendent des voix. Ne me dis pas que ça t'a pas changé. Moi, je suis beaucoup plus ouverte aujourd'hui et surtout, ça nous permet de découvrir énormément de choses sur notre cerveau et sur notre conscience. Et surtout, on a montré qu'on pouvait lutter contre ce qu'on appelle le mal du siècle, qui est le stress. T'as vu? Hypnose, méditation et même l'apnée qui permet de calmer le stress. Et si on arrive à lutter contre le stress, ça veut dire qu'on arrive aussi à lutter contre toutes les maladies qui sont liées au stress, toutes les maladies dites de société. Donc c'est vrai que c'est étonnant ce qu'on a vu. On peut croire en certaines choses, d'autres peuvent nous laisser sceptiques, comme tu dis. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui peut en tout cas nous aider. Hey, coucou! Ah, salut Steve. Mais on lui a posé une question, non? Je crois pas. Non, je voulais juste dire au revoir. Tiens, pendant que tu es là, Steven, justement, on en parlait avec Adriana à l'instant. Est-ce que le principal médicament est dans notre tête? Alors, peut-être qu'un des principaux médicaments, c'est notre mental. Le but, c'est évidemment de traduire ces connaissances sur les réseaux de la conscience vers une meilleure prise en charge pour toutes ces personnes. Et il y en a 1 sur 3 qui, à un moment dans leur vie, vont souffrir d'une maladie du cerveau, un dysfonctionnement du mental. Donc c'est trop important pour le négliger et cela permet d'aider des patients en neurologie, en psychiatrie, pour des maladies qui, très souvent, sont difficiles à guérir. Donc oui, on a encore du boulot. D'ailleurs, j'y vais. Merci beaucoup, Steven, de nous avoir accompagnés. Merci pour ces éclaircissements dans un monde qui est quand même parfois assez sombre. Merci. Ciao. Merci. Tu vois, là, on a découvert beaucoup de choses sur le monde de l'esprit, mais je pense qu'il y a encore plein de trucs à connaître. Ça te dit qu'on continue un peu ce voyage ou pas?
Ah non, mais complètement, je suis partante, c'est tellement fascinant. Michel? Michel? Viens. Vous voulez voir? C'est terrible. Non, mais attends, t'as arraché toute la peau là. Ouais, c'est bon. On peut mettre une petite greffe. Vas-y. Merci. Vous savez faire d'autres choses? Est-ce que vous avez n'importe quoi? Non, mais c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Toi, Même tu toi, tu ris en la posant. mal. Pas du tout, mais parce que est-ce que vous avez d'autres dons? Alors ça, comme si celui-là ne suffisait pas. C'est pour ça que j'ai rigolé. J'en sais rien. La prochaine fois, il faudra louer un truc près d'Orly ou de Roissy. Parce que là, on attend trop entre deux avions. Et en fait, la question, vous reculez beaucoup là, non? Ouais, c'est courant. Ça te dirait qu'on t'appelle de temps en temps pour nous éclairer un peu sur le sujet? Oui, mais je ne suis pas sûre comme un pot au micro. Non, mais tu es loin. C'est vrai, pourquoi tu hurles? Tu es loin. Ça fait peur, non? Non. Merci, Steven. I'll see you later. Merci. Au revoir. D'accord. C'était pas bonne chose. Je suis en train de faire. Ah, bah,